Salut mon Furlin. Salut Carlo. Aujourd'hui, on est bientôt à Bologne, épisode 6, Parlons Rift. De l'actu, comme toujours, alors particulièrement parce que la dernière fois, on a enregistré Parlons Rift épisode 5, on est rentré à la maison, donc moi à la mienne et toi tu y es déjà, et on a vu que, 3 fois rien, Riot avait sorti le State of the Game biannuel, c'est un truc qui va se faire tous les 6 mois, avec le recrutement de l'éditor-in-chief, etc. Bref, il y avait de quoi faire un numéro entier de PR. On a dit, bon, on en parlera la prochaine fois, c'est aujourd'hui. On va parler aussi des pré-releases un petit peu, parce que ça a été la nouveauté de Spirit Forge. On va parler un peu du VS aussi, qui fait n'importe quoi. Ensuite, bloc méta, je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui ont bougé, des decks dont on a envie de parler, des choses à prévoir avant Bologne donc, et ce week-end. On va parler finances. La dernière fois, il y avait l'arrivée des cartes chinoises. Là, tout simplement, il y a l'arrivée des cartes tout court dans Spirit Forge. Et on a un joli courrier des lecteurs avec des questions très sympas aujourd'hui aussi. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce State of the Game, mon Furlin? Je vais te le dire. Parce qu'il me semble que tu ne l'as pas lu avec Alors, beaucoup d'exhaustivité. j'ai lu le State of the Game, j'ai lu quelques chapitres. Je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'il y a des sujets qui m'intéressaient pas particulièrement sur le moment et sur lesquels je suis pas allé au bout. Par contre, ce que je trouve cool, c'est que ils répondent. Alors, ils répondent quand même à la Riot en répondant sans forcément répondre à tout. Ouais. Mais en tout cas, ils vont mettre les pieds dans le plat sur tout un tas de sujets sur Mmh. lesquels on avait des questions à se poser, que je trouvais très cool. Alors forcément, ils reparlent de l'accessibilité des produits, tout ça, même s'ils disent ce qu'ils disent depuis le début, à savoir on fait comme on peut, ça ira mieux un jour, bon courage, tenez le coup, on est là. On sait que c'est compliqué, mais on est là. Il y a quand même pas mal de notions de gameplay. Il parle de méta aussi. Le seul Très paragraphe vite que j'ai fait, lu, ouais, c'est ouais, ouais. rapidement, ce que je trouve intéressant, parce que justement dans le podcast de la journée, on avait mis, donc le dernier, on avait mis l'accent sur, euh, et on va en reparler aujourd'hui, sur la place de Draven dans la Ouais. méta, sur les possibilités de jouer contre et tout ça. Et Dave Guskin, je sais pas si tu as vu à un moment, dans le truc, on lui dit la question, est-ce que vous pensez pas que la méta est un peu solde ou un truc comme ça, je sais plus comment c'est tourné, ou que Draven est trop puissant et tout, lui répond, on a identifié qu'il y avait des possibilités de Ouais. jouer contre Draven, et je pense que les joueurs sont en train de s'en rendre compte. Ce qui est très drôle parce que c'est exactement ce qui se passe, et on va le revoir, c'est clairement ce qui est en train de se Ce passer. qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer un peu aussi. Ouais, ce qui je trouve renforce encore quand même un petit peu moi la confiance que j'ai en les devs et tout ça, parce que Mmh. c'est ultra concret, on voit que ils suivent ce qui se passe, ils jouent au jeu, ils savent ce qui se passe, et je trouve ça très cool. Ils ont plus joué que nous, Ah, c'est probablement. sûr. Probablement. Et ça se voit, voilà, c'est le genre de petite phrase, je dis, voilà, quand même, un gars il faut avoir joué au jeu, il faut regarder ce qui se passe pour se rendre compte de ça, et je trouve ça très cool. Le reste du State of the Game, j'ai pas lu. Donc Alors, maintenant, c'est pour le, toi. le reste du State of the Game, c'est sous forme donc, de FAQ et de discussion entre Shane Grant, qui est le responsable de la distribution et aussi game designer, et Dave Tron, donc Dave Guskin. Ils parlent de plein de choses qui font un petit peu couler de l'encre. Moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais ils ont raison d'en parler. C'est des trucs du style est-ce qu'il va y avoir des tricolores? Est-ce qu'il va y avoir les combinaisons de couleurs qui n'existent pas encore? Pourquoi moi ça me parle pas beaucoup? C'est parce que je me dis, on verra bien ce qui sort avec la prochaine extension et on fera avec. Comme je suis pas un grand fan de lore ou de trucs comme ça, je me dis pas, oh incroyable, on va avoir du violet jaune. En plus, moi enfin, c'est juste du violet jaune, bah ok, c'est deux combinaisons de couleurs. Mm. Enfin, c'est une combinaison de deux couleurs, on fait ce qui est avec. Bref, Le seul point intéressant sur le violet jaune, moi je suis à peine un peu rentré dans ce truc, c'est que ça va nous offrir ah ouais, tu m'en parlais. le premier combo infini qu'on ait pour l'instant sur Riftbound. Sans rentrer trop dans les détails, mais avec deux cartes, on peut faire une génération de tokens avec quelques conditions. Je vous laisserai regarder, il y a plein d'endroits sur internet où vous Donc pouvez le two voir. card combo, non, Ah, three card c'est un combo. two-card Enfin, combo avec le Shipyard Skulker qui est ouais, la violette qui bouge, qui peut bouger un token avec elle, et le Gear Azir, je sais plus comment il s'appelle, qui crée le Eye Eye of of the the Herald. Herald. Donc voilà, on l'équipe, on bouge, ça crée un token, avec Renata aussi, Renata jaune, Oui, c'est qui vrai, fait il que le faut que le token, donc token trois soit cartes, ready. le Donc token on est bouge le ready, on token, on bouge, fait tac, tac, suivre, tac, 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 etc. avec ces trois cartes, un Ok, Battlefield Open, j'ai une infinité de tokens. On s'en fout un peu que ça arrive, ce que je trouve complètement. intéressant, c'est que moi, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce qu'on gagne avec une infinité de tokens? Parce que Oui, c'est ce que je t'ai dit direct. je pense à Magic, par exemple, généralement, quand on a un combo infini et qu'on arrive à le faire, on gagne, à peu près la plupart du temps, ou alors on va quasiment gagner. Euh, Là, j'ai l'impression aussi quand même que si on arrive à générer 2000 tokens sur chaque battlefield, on va gagner la game. Maintenant, c'est quand Mmh. même intéressant de voir que c'est pas forcément aussi
définitif. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que celui-là, il est un peu trop. Puis ils l'ont probablement pas raté, donc Non, j'imagine que c'est il est assez qu'il obvious. est... On parle de 3 cartes, dont une qui est affreuse, le Shipyard Skulker, qui ne sert qu'à ça, qui est pas Alors une que très bonne Renata carte. jaune, c'est une super carte. Renata qui est discutable, l'œil obséral qui est un bon truc. Bon, bref, en tout cas, voilà, ça c'est des petites céréales à se Mais mettre bon, sous la dent. ça donne du grain à moudre, Voilà, c'est ça. donc moi ça me plaît. Évidemment, le côté sympa du State of the Game, c'est de dire, ben, tous les 6 mois, on va faire le point. Et on va faire le point avec les joueurs. Ça doit être, je me mets à la place des devs, ça doit être un sacré exercice parce que en fait, ils reviennent il y a des mois et des mois quand ils font un truc comme ça. Eux, ils sont en train de développer certainement le 7, 8, 9, tu vois. Et donc, Ouais. arriver à faire un truc et se remettre dans le paradigme Origin plus Spirit Forge que eux, ils ont développé il y a super longtemps, c'est quand même un drôle de truc, je pense, Ouais. et c'est là où on voit que l'exercice est particulièrement difficile. Ouais. Ce qui va dans le sens, donc pourquoi il y a ce State of the Game qui s'est produit, c'est qu'ils ont recruté un poste méga important qui est le Editor in Chief, qui a laissé un mot, une sorte d'édito, qui va être quelqu'un qui est l'éditeur en chef de Riftbound et qui va être un peu le contact entre l'équipe de dev et les joueurs, les collectionneurs. Il va régulièrement nous informer. Donc, c'est qu'encore une fois, c'est des gros postes, c'est des trucs à responsabilité avec des salaires élevés en général. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup de travail là-dessus, c'est qu'ils veulent tout simplement que ça se passe bien. Et c'est Ouais. une très bonne chose. Probablement pour délester un peu aussi justement les deux qui font Bah le State of the ouais, Game, qui se retrouvent à tout faire qui sont à depuis le chaque fois début, depuis le quoi. début. C'est Exactement. soit Guskin, soit le chef des produits de la Chen Gran. distribution, Chen Han, qui s'occupe de tout ça. C'est bien d'avoir quelqu'un voilà, qui vient se placer entre eux deux. J'imagine que c'est un peu fatigant pour eux aussi de gérer tout ça. Donc très cool. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'ils développent, c'est qu'ils mettent du budget, c'est très bien. Il y a un troisième élément qui est sorti, et là, qui est incroyable, c'est la roadmap. Alors, il y a une roadmap qu'on va vous montrer tout de suite, c'est celle des RCQ, donc des Regional Qualifiers. Et il y a une roadmap mois par mois, semaine par semaine. Tel jour, cette édition, elle sort, les pré-releases, elles sont là. De telle date à telle date. La saison de Skirmish, elle est là. On va être 5 avec la Chine à telle date. Un truc hyper détaillé. Génial. Cool, Super turbo, giga cool. parfait. On comprend ce qui va se passer, on sait quand est-ce qu'on est 5, etc. etc. C'est clair, c'est très compréhensible. Ça, franchement, merci. GG Wellplayed, pas grand-chose de plus à dire. Top. Les RCQ. Donc on rappelle, c'est donc des RQ maintenant on dit. On rappelle, c'est des qualifieurs. C'est un open, c'est l'équivalent d'un Grand Prix à MTG, et qui va avoir pour objectif de qualifier pour le Regional, qui lui va qualifier pour les Worlds. Ils ont évoqué le fait que le top 64 d'un RQ est qualifié pour l'invitational. Donc si on regarde, ça veut dire que sur 4 RQ, vous qualifiez comme ça 4 x 64, 260 joueurs, grosso modo, et 256. Et donc ça veut dire qu'on a un invitational d'une size qui va être comparable à celle d'un Pro Tour. J'imagine qu'il y aurait des wildcards, des choses comme ça, possiblement. Mais en tout cas, un tournoi plus réduit, avec des gens d'un beaucoup plus haut niveau, Ouais. et qui va probablement donner 2 ou 3 jours de folie, courant octobre, je crois. Ce qui change tout pour nous, c'est quoi? C'est qu'on sait enfin quand est-ce qu'on va aller faire quoi. Ça y est. En haut de l'image, ce sont les qualifieurs qui sont pas entre guillemets les nôtres. Mais déjà, nous, on est ravis. C'est qu'on a découvert qu'il y a Lille le 19 avril. Tout à fait. C'est trop cool. C'est en France. C'est génial. C'est génial. Alors, tant qu'on parle de Lille, on peut peut-être faire la parenthèse maintenant. On est le Ouais, 18 février aujourd'hui, c'est donc ça. c'est ce midi, ce matin, fin de matinée, que les places ont été mises en vente. On peut prendre 2 minutes pour en parler On parce y que était. ça me paraît super important. On a eu tous ceux qui ont voulu avoir une place déjà dans le groupe a eu une place. On a tous eu la place, enfin voilà, on a eu le nombre de places qu'on voulait. Pour comparer à l'expérience de Bologne, c'était clean, le Mhm. site n'a pas crash, Ouais. une file d'attente claire, Mhm. a priori des releases en wave. Alors est-ce que ça a été fait pour, en supprimant les bots, mais par exemple à 11h ouverture, tout le monde a eu le place sauf moi, et moi j'ai attendu 10 minutes après, j'ai eu une place aussi. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après? En tout cas, smooth, pas de trucs, Ouais. alors 2-3 petites coquilles de traduction, de machin, de crop de trucs. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est 3 fois rien, on s'en fout. Globalement, ça s'est passé nickel. Nous, on n'a eu aucun problème pour avoir les billets. Il y a forcément des gens qui vont pas en avoir, ça Bien c'est la sûr. règle et ce sera toujours le cas. Donc il y avait une sorte de file d'attente, c'est ça quand C'est ça. Alors, à partir du moment où on est arrivé à 11h sur le site, il y avait une petite queue pour accéder aux places. Ouais, Ensuite, choisir son badge et ensuite partir sur le check-out. À 11h, il y a eu une première vague de gens qui ont pu c'est ça. partir sur le check-out. Moi, j'ai pas pu, par exemple, Voilà. parce que je pense que ça arrivait trop tard. Mais Ça s'est parce parti que, très et vite. donc ces personnes-là, leur panier avec le ticket dedans,
était live pour eux 10 minutes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avant, c'était une demi-heure Ouais. la dernière fois. Et du coup, je pense que moi, Si au bout de 10 minutes, ils n'ont pas de check-out, ils sont le ticket retirés. repart. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est un système qui permet de. Ce qui s'est passé pour moi, 10 minutes plus tard, je suis resté dans la queue. 10 minutes plus tard, on m'a remis. J'ai réactualisé quelques fois quand même. Mmh. Et je me suis retrouvé à nouveau là où il y avait marqué avant que les deux badges, compétiteur badge, le premium et le normal, étaient sold out. Finalement, 5 minutes après, j'ai continué et il y en a à nouveau à la vente. Donc, j'ai pu récupérer un compétiteur badge 10 minutes après le début du truc. Je pense qu'il y a encore eu 20 minutes, 30 minutes après plus tard. Possiblement. Des petites places comme ça. Donc, très cool, beaucoup mieux fait. Communication claire. Alors, Non, alors ça, moi, j'y viens. Garde-moi sous le, ouais, en tout sous le cas, coude. jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute, à la dernière journée, on va dire, la communication était quand même plus claire. On avait la date, on savait à peu près où ça en était. Le truc, c'est qu'on a eu l'info de l'heure et le site cette nuit, je crois. Ouais, Cette c'est nuit, ça. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça, je vais voilà. je vais quand même faire un petit ranting sur UVS. En tout cas, globalement, c'était mieux. Ça, c'est ce qu'on peut dire. 1000 fois mieux. Et c'est en plus, voilà, on a notre régional en France, à la Notons, maison. no refunds. Ouais. La politique, en tout cas, est écrite sur le. Donc, c'est un nouveau fournisseur de tickets et il y a marqué no refunds. Ça veut dire que quand vous achetez le billet, vous n'allez pas pouvoir vous le faire rembourser. Je ne sais pas du tout quelles sont les conséquences, peut-être sur le no showing ou des choses comme ça. À voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a no refunds de la part du site, mais est-ce que UVS peut procéder des refunds aussi, des remboursements, hein. Donc, ça, c'est à voir, mais c'était en tout cas un petit truc à noter. Moi, je pense que c'est bien, juste pour rebondir sur ça, je pense que c'est bien qu'ils l'annoncent. Probablement qu'en cas de bug, de force majeure, de trucs et tout, vous pouvez toujours aller Mmh. discuter avec eux, ça mange pas de pain, parce qu'effectivement, ils ont quand même tout intérêt, s'il y a une place qui se libère, à la remettre en vente. Ouais. Eux, ils n'ont pas d'intérêt si vous dites pour une raison X ou Y, je peux pas venir. Ils sont quand même embêtés, et voilà, ce serait quand même dommage de ne pas remettre la place. Alors peut-être qu'ils vont pas vous rembourser, qu'ils vont mettre la place en vente, j'en sais rien. En tout Alors, cas, attends, ouais, j'allais râler. Je râlerai tout à l'heure. moi, ce que je trouve bien quand même, c'est que déjà, ça veut dire que des gens qui vont acheter la place parce qu'ils sont pris par le truc, par la FOMO de se dire si je le fais pas maintenant, je pourrais pas la faire plus tard, alors qu'ils sont pas sûrs d'y aller, ou alors qu'ils veulent acheter pour quelqu'un d'autre, ou qu'il y a du botting, ou je sais pas. Mmh. Je trouve que le fait de dire no refund, ça met quand même un premier Ça bloc responsabilise. en disant voilà, si t'es pas sûr d'y aller, tu vas pas aller faire la file avec ceux qui sont sûrs d'y aller. Et pour moi, ça a du sens. Euh, si j'avais un doute sur le fait que je pouvais y aller ou pas, ben j'aurais pas acheté ma place. Ouais. Et je pense que des gens qui vont se dire je m'en fous, au pire je me ferai rembourser, bah c'est mauvais, c'est dommage, parce que ça fait que des gens qui Puis ça arrivent et qui leur sont fait sûrs. du traitement supplémentaire, l'air de rien. Moi j'aime pas ça et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, je suis Ok. plutôt pour ça. Donc, overall, ça s'est bien passé ce matin à 11h. Notez que on s'est tous dit, bon, ben, 11h du TAM, il y a quand même un paquet de gens qui sont au travail partout en Europe. Les Américains, ils dorment. À 11h01 et 33 secondes, il n'y avait plus de billets. Mm. Donc, sachant qu'ils ont parlé de raise le cap, donc a priori, on est plutôt sur un truc autour des 2K personnes, parce que c'est confirmé pour Bologne, on est 1600. Donc, s'ils raise le cap, on imagine qu'ils vont chercher dans les 2K+. Entre ces deux-là, ouais. C'est encore une fois parti ultra vite. Ça intéresse tout le monde. Ça. Malgré une augmentation du prix dont on n'a pas encore Tout à l'heure, parlé. tout à l'heure, tout à l'heure. Bon, en tout cas, malgré Laisse-moi m'énerver l'augmentation sur du tout prix. à la fois. Pour Ok. l'instant, je suis encore tout tranquille, tout calme. On est bien. On reprend notre roadmap de l'année. Sydney, ça c'est méga cool parce que les Australiens, c'était les petits oubliés de Riftbound. L'info de chat et la rumeur voulaient même au début que s'ils ont delay la release date là-bas, c'était pour récupérer du product qui était destiné à l'Australie pour qu'on l'ait à l'Ouest. Donc Ouais. voilà, ça, on a notre reporter en direct en la personne de Goofy hein, qui bosse en Tasmanie. Alors, encore autre chose que l'Australie, la Tasmanie, ils ont quand même du product. Il y a des LGS qui font des tournois, il y a une commu. C'est plutôt une bonne chose. Le fait qu'il y ait un régional là-bas, bah, c'est hyper cool. Ouais. Ça va probablement attirer aussi toute l'Indonésie, des joueurs asiatiques qui ne sont pas en Chine. C'est ça. Et qui, Plus Singapour au mois de septembre. alors, justement, ça, Singapour au mois de septembre aussi. Je crois que Singapour, il n'y a pas encore de produit. Je crois qu'ils n'ont pas encore Riftbound. En Ouais. revanche, c'est un pays qui est anglophone, très très majoritairement. Et c'est un pays, c'est un drôle de pays, Singapour, culturellement par rapport au reste de l'Asie qu'il y a autour. Et c'est un pays qui est très occidentalisé et qui sont hardcore TCG fans. Mm. Donc je comprends très bien qu'ils soient allés chercher quelque chose là-bas.
et qui prépare un petit truc à Singapour. Ensuite, Utrecht, Utrecht, en tout j'imagine. cas, voilà, j'imagine aussi, je parle très très mal le hollandais. C'est un des trucs réguliers, des lieux réguliers de gros events en Europe. C'est hyper courant, ils ont des super venues. Et on va aller aux Pays-Bas, ou en tout cas essayer au mois de juin pour faire ça. Barcelone, ça nous on est super contents, on est à Toulouse, c'est Toulousain, pas loin. on est juste à côté. Alors moi je prendrai mon billet que quand j'aurai la validation et la certitude absolue qu'il y a la clim dans l'avenue à Ouais, oui, Barcelone, parce parce qu'au que mois d'août, au mois d'août, voilà. Et le dernier que j'arrive pas à lire de là, dernier lieu, toi tu peux peut-être le lire. c'est Los Angeles. Los Angeles, bon ça on va peut-être pas y aller, c'est un peu loin. Toute une série de RQ en Amérique aussi. Bref, vous imaginez entre Bologne et le mois d'août, on peut en faire 4 Ouais, en étant en Europe. ce qui veut dire, C'est pardon, génial. donc 2 sur Spirit Forge, Bologne et Lille, Ouais, un sur Unleashed pour Utrecht, et je ouais. crois que Barcelone, si je me trompe pas, mai, juin, juillet, août, c'est peut-être juste après ou au moment de la release du Ok. 7.4. En tout cas, ça Alors jouera que pas grand-chose. Utrecht, lui, c'est Utrecht, pas mal c'est après la sortie d'Unleashed, en puisque plein milieu c'est... de la durée Ouais, de mais vie ça, c'est d'Unleashed. cool. Très Ça veut cool. dire qu'on aura vu du tournoi, Barcelone, qu'on ça a aura vu des vérifié, mais choses. il me semble que le 7.4 sort normalement en août. Donc soit ça va faire la même chose qu'à Ah Bologne, non, c'est pas une semaine encore, avant, not soit après. again. Faudra revérifier, j'ai pas vu les dates, mais voilà. Bon, toujours est-il, tout ça, c'est clean, on comprend, on est un peu rassuré aussi, parce que quand tu vois la galère que c'était pour avoir des places pour Bologne, tu te dis, mais comment on va faire pour participer activement au circuit compétitif? Évidemment, je vois même passer des personnes qui sur Internet disent, je veux devenir pro. On n'a pas encore de circuit professionnel, il n'y a pas encore de certitude. Hmm. Aux États-Unis, ils ont quand même sauté sur l'occasion directe, ils ont créé un circuit CCS, Ouais. SCG, Qui avait déjà en fait avec des Open et un invitational suite aux points que tu accumules. qui faisait déjà ça sur d'autres TCG en fait et qui ont Voilà, et rajouté qui ont Riftbound rajouté sur tout ce le circuit de truc. manière assez naturelle. Ouais. Et ça, c'est comme ça que tu crées des grinders et des personnes qui vont d'event en event. Encore une fois, c'est quelque chose qui est hyper positif, qui fait avancer énormément le méta et qui fait comprendre ce qui se passe. On est sur un jeu worldwide très distribué. Il faut bien se dire, on n'a pas nécessairement le même méta ici qu'aux États-Unis et qu'en Asie. Et même, on n'a pas le même méta en Chine et dans le reste de l'Asie, puisque à l'heure actuelle, on est encore des 5. Mm. Même si cette D5, elle tend à être très, très tranquille. Parenthèse D5 carte chinoise. J'étais en LGS hier pour faire des games IRL. Quelqu'un est arrivé avec des cartes chinoises un peu bien curlées. J'ai pris une spinning axe que j'ai mise dans les mêmes perfects que celle de mon deck et dans la même sleeve que celle de mon deck. Je l'ai mise dans mon deck, j'ai shuffle mon deck, j'ai posé mon deck dans mes mains. Tu l'identifies immédiatement. Ouais. Tu sais où elle est. Si elle est sur ton deck ou dans les premières cartes de deck, tu le sais immédiatement aussi. Voilà, j'ai hâte de voir comment ça va faire un Bologne. Ouais. Sujet suivant d'actu, Ouais. les pré-release et les pré-rift. Furin, raconte-nous ton XP de Tout à fait. pré-rift. Alors, il y a eu tout un tas, et on a même des gens à Toulouse qui ont fait beaucoup de pré-release. Moi, j'en ai fait qu'une seule parce que j'étais assez occupé. Euh, et même, je vais être. Alors, je vais donner mon avis parce que Bon, on va faire dans l'ordre. Ok, j'avais fait la pré-rift Origins, même si c'était vraiment tellement le bordel que ça voulait Ouais, pas dire grand-chose. La pré-rift pas le Origins, même format. bah, au final, moi, on m'a filé un starter deck Victor et un booster Et on et t'a dit vas-y joue. quoi. Mais bon, c'était pas top top. Mais bon, voilà. Là, donc le format, le pré-release kit, un booster CD avec une légende et des cartes qui vont avec, 5 boosters classiques, et puis en avant Guingamp. Le but de cet event, s'il faut toujours le dire, et c'est vraiment ce qui était le cas à celui où on était, il faut que quelqu'un qui n'a jamais vu une carte de sa vie puisse rentrer dans la boutique et venir jouer. Et je pense que c'est fondamental. Moi, la première game que j'ai joué contre quelqu'un qui avait jamais joué à Riftbound. On a fait, à chaque fois qu'il a joué une carte, on a refait le point des règles, je l'ai fait avec plaisir. Grave. Et c'est pour ça qu'on vient faire ces events. On se fout de tout le reste, des résultats. Pas de prize d'ailleurs. On s'en fout, pas de Same price prize. for everyone. Vraiment, on n'est vraiment pas là pour ça. On est là pour ouvrir des boosters parce que c'est cool. Découvrir les cartes du set pour ceux qui sont pas des sweaty tryhards comme nous qui les avions pas vus. Encore que j'en ai découvert pas mal puisque je les connaissais pas toutes. Je connais pas toutes encore, je pense. Donc ça, je trouve ça très cool. Forcément pour moi, j'ai trouvé le format en soi, donc scellé, on va dire. Moi, Sealed orienté dans le sens ouais, où le scellé où tu ouvres tes 6 paquets, il est assez fun de par tu dois te creuser la tête et tout. Là, on te file 15 cartes d'un truc, ça oriente énormément ouais, ton pool. Et tu as une légende, quand tu ouvres Renata, c'est pas la même vie que quand tu ouvres Luciane, tu mm, vois.
Ouais, j'ai joué à Lucian, finalement, je ne l'ai pas joué, mais. Ouais, mais ça c'est ton choix, Ouais, tu vois, ouais. mais voilà, il y a quand En même tout ça. cas, moi, le format me plaît pas, déjà, je le dis, voilà, Ouais, ça m'excite pas, je trouve que c'est boring. Je- c'est parfait pour ce genre d'event, c'est ce qu'on veut, évidemment. Euh, mais voilà, le deck qu'on fait est faible, voire moyen. On a très peu de choix, puisque même en choisissant 3 couleurs, on est quasiment obligé de prendre tout ce qui passe. Si on décide de jouer la légende du booster sidé, on a peut-être à peine un peu plus de choix, et surtout, on a ouais, une base un peu plus cool. Mais du coup, ça enlève encore plus d'intérêt. Bon, sur tous les TCG, le seal, c'est pas un format qui est fait pour être compétitif. En tout cas, c'est pas voilà. Mais je trouve que les games qu'on a joués étaient assez tristes, assez ouais, faibles. je suis d'accord avec Soit il y toi. avait un moment, soit les games, voilà, t'arrives, tu mets une unit, tu vas gagner un showdown avec un trick, c'est terminé, C'est un impossible de peu ça, ouais. comeback. Euh, Puncher, c'était enfin une bonne carte. Exactement, C'est, exactement. Voilà, il suffit de gagner un showdown derrière, forcément. C'est un deck avec des hmm. drouilles. Moi, je me suis dit, voilà, je prends des grosses unités Accelerate parce que j'ai eu le choix d'avoir des grosses unités Accelerate. Je me dis que c'est jamais mauvais. Ben, finalement, effectivement, c'était jamais mauvais. Ce que j'avais pas vu, c'est que l'Accelerate était violet. J'ai pas mis de rune violette dans mon deck, donc ça, c'était un peu gênant. Mais à part ce petit détail, Oups. c'était vraiment pas. Enfin, voilà, j'avais un deck qui était pas affreux. J'ai gagné je suis fait 2-1, je crois, mais c'était pas top, quoi. Alors, C'était je pas pense vraiment que Riftbound. nous, on n'est pas encore parfaitement branchés pour ça aussi. Le scellé, on ne sait pas Complètement. exactement comment ça se build sur RB. Je pense qu'il faut avoir les chakras très ouverts parce que 3 couleurs, parce que Champion Unit, bon, qu'on peut choisir tant que c'est une Champion Unit, ce qui laisse la place dans leur design, il faut faire attention, ça veut dire que tu as certaines Champion Units, tu peux les casser toutes les games, elles peuvent être vraiment backbreaking. Mm. D'ailleurs, rapidement, ils ont interdit Lyonnais promo parce que tout le monde mettait Lyonnais promo en champion de zone. Laisse commencer l'adversaire, tu joues Lyonnais tour 2 et là, tu fais un truc où bah, ce qu'il a joué en base de l'adversaire, tu le mets dans la galère. Mm. Donc, nous, on n'est peut-être pas, je dis nous, les joueurs, je dirais, et il y a des gens qui ont fait des trucs fun. On n'est peut-être pas encore super branchés parce que c'est le début du limité. Le pack de pré-rift, quand même, c'est un truc qui oriente beaucoup trop et puis qui inégalise le truc. C'est pas grave, on n'est pas là pour compétitionner. Mm. En revanche, je te rejoins complètement. Moi, j'ai pas trouvé super fun. Alors déjà, je suis pas un grand fan de limité, mais j'ai pas trouvé très intéressant le format. J'ai pas trouvé parce que ben ça se voit que les sets sont pas construits dans ce sens-là. Mm. La parenthèse quand même qui me donne de l'espoir, c'est que le prochain set, donc à partir du set 3, il y a eu des changements dans l'équipe de design. Et il y a donc le Rioter qui s'appelle Plink, qui est ultra présent sur Discord communautaire depuis le début avant Riftband en anglais. Lui, il fait partie de l'équipe de design du set 3, il n'avait pas design avant. Et Patrick Sullivan. Patrick Sullivan, c'est grand spécialiste de MTG, caster des Star City Games pendant des années et des années, Mm. qui fait partie de l'équipe de développement de Riftband. Et de Si Magic, vous il a design l'avez beaucoup de sets. exactement, vous l'avez vu à Houston, round 7, 8, 9 du jour 1, un truc comme ça. Lui, il a design le 7-3. Voilà, là, le limité, il sait ce dont il s'agit. On va avoir un truc qui va être a priori plus fait pour que ce qu'on avait là. Ce qui a du sens aussi, dans le sens où ils ont annoncé le draft que C'est récemment. ça. S'ils l'ont pas annoncé avant, c'est qu'ils avaient bien fait en sorte, je pense, prévu que ni Origins ni Spirit Forge n'étaient là Soit pour vraiment ça. draftable, Là, c'est exactement. le premier set qui va sortir. Alors évidemment, il est design depuis longtemps, on est d'accord, mais le timing de l'annonce du format draft me fait Hmm, dire qu'effectivement, ils ont dit Origin Spirit Forge, c'est hmm. pas pour ça. Par contre, à partir du set 3, on y pense peut-être un peu plus. Probablement beaucoup plus même. Et À ce voir. qui, à mon sens, devrait très possiblement changer les packs. Ils vont probablement changer la façon dont les packs sont construits, parce que quand tu drafts, ça peut changer des choses. Là, à l'heure actuelle, beaucoup de backlash sur Spirit Forge, parce qu'il y a beaucoup de légendes, et qu'il y a beaucoup de packs où tu ouvres deux Ouais, légendes et tu pleures. Ça, quand tu ouais, drafts, c'est important aussi bien sûr. d'équilibrer correctement ton pack. Ce qui a Donc ça peut beaucoup, changer des choses aussi. ça a beaucoup parlé sur Magic notamment, parce que bon, Magic, c'est la référence en termes de limité, notamment en termes d'expérience de draft. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, alors historiquement, il n'y a toujours eu qu'un seul type de booster. Mhm. Ensuite, ils en ont rajouté des boosters, on va dire, un peu plus Pimpé, collector, ouais. pimpés, mais ils ont toujours gardé un booster qu'ils appelaient les draft boosters, qui étaient les mêmes boosters qu'avant, avec une rare, et les mêmes taux de rareté et tout ça. Et puis il y a 3 4 ans, je ne sais plus combien maintenant, ils ont viré ça, ils ont dit on fait qu'un seul type de booster, qui est un mix entre tous les types de boosters. Ce qui veut dire que forcément, euh, pour simplifier et pas faire plein de produits différents, on n'en fait qu'un, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, on se retrouve avec des boosters La draftabilité du voilà, truc, beaucoup plus puissants que ce qu'ils étaient. ouais. Et surtout, bah, par exemple, c'est bête, mais voilà, on avait des art cards qui n'ont aucun intérêt, qui se retrouvaient dans des boosters de draft, alors qu'avant, il n'y en avait pas, parce qu'on s'en fout de ça, le booster n'est pas là Mmh. pour ça.
on se retrouve avec des boosters qui peuvent aller jusqu'à 3, voire même 4 rares parfois. Ouais. Là où avant, on en avait 2 max, qui étaient Ouais. le slot de rare et éventuellement la rare foil Et si la on rare avait de foil, la c'est chance. tout, ouais, Et exactement. c'était tout. Aujourd'hui, on peut en avoir 3, 4, on peut avoir des mythiques, on peut avoir des bonus sheets avec des cartes qui sont pas du set, mais qui du coup sont légales dans le draft. Ça a changé beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de gros drafteurs ont dit que c'était évidemment une mauvaise nouvelle pour le Ouais, ouais, ouais. format, même si après, il arrive quand même à faire un truc correct. Mais voilà, donc le contenu du booster, forcément, les slots en termes de rareté ont un impact énorme. Par exemple, dans Riftbound, on a 2 rares minimum. On peut parfois avoir 2 rares plus une épique, ce qui Ou veut dire une seule rare, mais ou bon. une seule rare, mais ça, c'est pas voulu. Donc, mais on peut avoir une légende et une rare, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, je trouve, sur le draft. Encore une fois, ils nous ont bien fait comprendre que c'était pas leur idée du début. C'est Ils sont en ça, train de le mettre ça va petit à venir, petit, tranquille. et ça va être chouette. Encore une fois, pour finir, moi, sur les pré-releases, il faut, je pense, y aller en détente, pour se faire plaisir. Nous, on a une super boutique locale qui fait boutique et qui fait aussi bar à jeux et tout. Eh ben, on va là-bas, on boit un coup, on mange un morceau. C'est hyper chouette, c'est C'est ça. hyper tranquille. Et les nouveaux joueurs, eh ben, ils arrivent. Et ben, ok, attends, laisse-moi build mon deck en speed et je vais t'aider à faire le tien, que tu comprennes un peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Accessoirement, comme Bologne, il y a une semaine après le machin, bah, ça nous a fait quand même un point de rencontre pour dire, ok, les Pour les gars, les trades. filles, moi j'ai besoin de ça, j'ai Ouais. besoin de ça, vous avez besoin de ça. Bah, t'as récupéré quasiment tout ce dont tu avais besoin là-dessus, finalement. Absolument. On a ouvert, parce que nous, avec la boutique, on n'a pas ouvert beaucoup de displays. Non, pas très peu. Donc, c'était qu'après que les trades sur les pré-releases C'est ça. pour récupérer C'est ce ça. dont tu avais besoin. On n'en a pas ouvert beaucoup parce qu'on en avait peu. Il n'y en a aucun qui a été Oui, voilà. vendu Et oui. sur carte Rien qui a été vendu, tout a été distribué, pas de souci. Voilà, on verra ce qui va venir pour les pré-releases. Moi, je pense que j'en ferai plus qu'une par set, Ouais. selon les allocs, bien sûr, mais là, il y avait le speed un peu de Bologne. J'ai T'en envie as fait d'en que 2 de faire. toute façon. J'en ai fait que je pouvais pas en faire plus, j'en ai fait Ouais. 2. Ça m'allait très bien. Voilà, 2 c'était clean, mais une, je pense, ce sera bien. Et c'était bonne ambiance et je ferai ça et tous les jours, je serai ravi d'aider quelqu'un ou plusieurs personnes là-dessus. Et puis en plus, moi, j'adore perdre avec le sourire dans ce genre de situation C'est et ça. laisser les adversaires me faire des dingueries. C'est le truc le plus important pour tout le monde qui va à une pré-release, quel que soit votre niveau, votre truc, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu quand même quelques personnes qui étaient quand même un peu en mode. Évidemment, on joue à un jeu, on est là pour gagner. Nous, le premier, on passe notre temps à dire comment on fait pour gagner à Riftbound. C'est le principe non, même de bien tout ce qu'on sûr. dit. Mais quand on va à une Non, mais pré-release, là, tout ça, on peut l'oublier à c'est ça, 100%. Tu t'en fous. exactement. Si tu veux faire un deck fun, tu veux faire un play fun, même si, je sais pas, tu te dis, vas-y, c'est Moi, drôle, je vais le j'ai faire. fait du Renata Vanguard Armory et je disais à mon adversaire, là, tu vas voir l'histoire parce que ça va être incroyable. Et j'arrivais avec mes 3 tokens vitesse et Ouais, j'étais c'est là. ça, c'est pour Alors? ça, il faut pas. Et il me faisait, ouais. On s'en fout, quoi, c'est Et je ça, c'est pour m'amusais. ça qu'on est là, donc voilà. Ok, Terminé pour les pré-releases. terminé pour les pré-releases. En revanche, Vas-y. Ranting Time. Ranting time, allez. 3 lettres, le U, le V, le S. C'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. On a une conversation avec Furlin où on échange dans la semaine, on fait un peu du brainstorming entre les podcasts pour se dire moi j'ai envie de parler de ça, moi j'ai envie de parler de ça. Et je lui ai dit à un moment, pour moi, Riot, ils baissent le fut et ils essuient les plâtres c'est eux qui récoltent les problèmes générés par UVS. Parce que UVS fait de la merde et là il y a des gens qui disent oh, Riot ils abusent. Alors, je vais pas faire le chevalier blanc, à chaque fois, ils disent non, les gars, c'est pas Riot, ça c'est UVS. Mais là, il s'est passé des choses qui relèvent totalement de l'inadmissible. La première, c'est que le compétiteur passe, il est à 100 balles. Et à 100 $. One for one. Alors, j'imagine que quand tu le paies en dollars, tu payes taxes after, donc tu t'y retrouves à la fin. En revanche, c'est passé de 60 à 100 balles, for no reason. Pour un open, un truc. Alors, effectivement, s'il y a énormément de demandes, c'est une manière de filtrer un peu de demandes. Moi, je trouve ça pas cool. Alors, c'est une manière Parce qu'on n'a discutable. rien avec. C'est une manière discutable. Exactement. Et que ils savent qu'ils vont les vendre, pas de problème. En fait, ça fait qu'au final, par rapport à Houston, entre Houston et Bologne, ils ont augmenté le prix des premiums. Et là, ils ont augmenté le prix, pas le prix des premiums, le prix des standards. Sauf que moi, je trouve que mettre 100 balles dans ton ticket, il y a des chances que tu arrives et que tu fasses 0,2 drop. Hein, je veux dire. En tout cas, 0,2 et tu vois, oui. Oui, 0,2 est ta vie selon ce que tu joues, mais je comprends pas. Franchement, quand il y a un pricing aussi faible, quand tu es 32e du truc à 1600 bonhommes, tu gagnes 250 balles. Tu rembourses ton voyage. Tout juste. Je ne comprends pas ça. Ouais. Franchement, je ne le comprends pas. Et pour moi, c'est pas inadmissible.
C'est pas admissible, pardon. C'est Ouais, je suis inadmissible. assez d'accord, je comprends pas. Qu'ils augmentent les premium competitor badge et qu'ils rajoutent des promos dedans, machin C'est et tout. premium, c'est rare. J'ai envie de En dire. plus, c'est la même promo. C'est Ouais, Bon Shiver. ouais, Donc ça veut ouais. dire que la promo qu'on va avoir à Bologne, elle va valoir moins d'argent Mm. que la. Enfin, parce que c'est la même qu'il va y avoir Ouais. à Lille. C'est improbable. Ouais, c'est ça. En plus, effectivement, avec ce système-là, il y a une opportunité. Il y a quand même un truc qui est bien, c'est que typiquement, cette histoire de carte promo, c'est quand même important parce que dites-vous, pour l'éditeur, juste en sortant une carte qui va pas leur coûter cher, puisque ça leur coûte pas cher de sortir une Non, carte, non, c'est ils une savent carte. que cette carte va avoir de la valeur et que donc la plupart des acheteurs vont pouvoir se dire déjà, je vais avoir J'ai ça. ça, Donc exactement. ils ont entre guillemets un free pass en disant les gens seront prêts à dépenser un certain Exactement. montant parce que quoi qu'il arrive, avec cette promo qui est quasiment gratuite pour moi de faire, ou pas cher, les gens vont pouvoir la revendre 50, 60, 80 balles, ça Ouais, dépend. bah regarde, moi je me dis que ça rembourse une partie des expenses et que Mmh. je me dis, bon, bah, Donc ça c'est cool, mon mais week-end, il est un peu remboursé il ne par la faut, promo jusque j'ai à l'entrée. il faut pas utiliser ça pour augmenter le prix Mais bien sûr, c'est pas non. possible. Donc Surtout quand la promo est moins chère, il file pas un playmat, il file pas de booster, c'est rien ça. que dalle. Par Que rapport dalle. à ce qu'on a Si, l'habitude de comme d'hab, voir. t'as un voucher qui te permet d'acheter en MSRP. Ça, moi, c'est le truc moderne où payer pour avoir le droit d'acheter, ça me rend malade. Mais bon, Ouais, et puis encore une fois, c'est dans un monde où l'accessibilité aux produits est normale, bah, ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, Alors, que t'en as à on foutre en d'un parlera voucher, pour la finance, mais l'accessibilité, pour l'instant, Spiritfarer, elle est plutôt bonne. c'est sûr. Je Bon, veux pas te dire terrible en tout d'autres cas. trucs. Non, mais j'ai pas fini. Oh, Non, mais malheureux, ça, 100 malheureux. euros, c'est trop. Next. Ce matin, 11h, ouverture de la billetterie pour Lille. On l'a appris hier à minuit 14 Ouais, j'ai mis sur 14. l'unique canal de communication qui existe, qui est Riftband OP sur Twitter. Moi, j'ai Mm. pas Twitter, Mm. donc je fais X cancel. Et c'est le seul moyen. C'est même pas sur tous les RS ou quoi. Mm. Ça n'est que là. Il le sort hier soir, à Mm. minuit. Comment tu t'organises? Comment tu fais? Mm. Sachant que, il y a encore quelques semaines, ça devait être le 16 février, ça devait Ouais. être lundi, la vente, d'accord? Ils ont changé la date. Pour les reasons being US holidays, ok, Ouais. whatever, et le changement de partenaire. Ça, moi, je l'entends sans problème. Ils changent, ils ont plus le ticketeur dans la dernière fois. D'autant qu'entre l'annonce et le changement, il s'est passé peu de temps. Mais Et c'est-à-dire que quand ils ont annoncé oui, le day de changement de. C'était il y a une semaine, hein, Oui, mais voilà. du coup, entre le moment où ils ont annoncé l'ouverture des places, enfin, c'est le lendemain qu'ils ont dit finalement, c'est pas le même jour. Donc à la limite, c'est pas comme s'ils avaient dit un jour avant, on change 2 jours, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire, bon, je comprends. il n'y a pas beaucoup d'écart entre Oui, le moment oui. où ils disent c'est le 16, puis finalement, quelques heures après, ils disent non, en fait, c'est le En 18. fait, on a merdé. Ouais, mais attends. Ce qui est une petite. Il aurait pu l'anticiper, c'est Mais sûr. il y a pire. Ils l'ont shadow drop, ce changement. Ouais. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils ont changé tous les fichiers visuels, où on voyait que c'était le 16, et le moment où ils l'ont publié sur leur Twitter, ça a changé, il y a eu au moins 12 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, c'est un truc distribué worldwide. Pourquoi tant d'amateurisme dans la communication et dans le lien avec tes joueurs? Et je vais aller plus loin. Hier, tout d'un coup, il s'est réveillé, ce Riftband OP là, de Twitter. Il y a eu cette histoire de drop d'heures. Ils ont publié un petit truc un peu teasing sur la carte et le playmat du champion, qui est une sorte de Blade of the Ruined King, Ouais. un peu croqué, drafté. Magnifique, moi ça j'adore. Petite parenthèse quand même, entre ils targetent vachement, c'est-à-dire que quand ils font le truc US, c'est waifu tax à fond, et en Chine aussi, et c'est TMF oreille de lapin, et nous ils nous font une une Bork. Je prends. Moi je prends, je préfère ça. Je préfère ça aussi. Et elle est magnifique. Et ils ont fait un dernier truc, ils ont dit show us your spiciness, montrez-nous votre decklist comme elle est épicée par rapport à ce que vous voulez faire et tout. Envoyez votre deck pour Bologne, submit your decklist. Il y a une super photo d'un gars qui est très heureux de jouer aux cartes et très heureux de jouer à Riftband. Il y a marqué submit your decklist. Il n'y a pas de lien dans le texte et quand tu cliques sur la photo, ça t'agrandit la photo. Donc j'envisage de submit ma decklist par télépathie pour C'est être peut-être le plan. sûr. De toute façon, je vois que ça. Vous voyez, c'est des trucs, c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Et il y a une personne sur 4 qui, dans le locator, voit la possibilité, peut le faire. Moi, je peux pas, mais il y a des gens qui peuvent le faire. Par contre, le locator est verrouillé, on a la liste de tous les participants. Et je tiens à dire qu'on a Gelano PAPM, qui est participant Bon à courage à Bologne. lui. J'espère le rencontrer. Le plus loin possible. Le plus loin possible. Et on lui souhaite le meilleur. Bref, UVS, ils sont en train d'essayer de monter leur standard et de correspondre à ceux de Riot. En revanche, ils font ça au hasard, un peu n'importe comment, sans trop respecter leur player base. Ouais.
La petite, Attention, quoi. petite parenthèse que j'ouvre sur ça, effectivement, bon, comme on l'a dit pour la release de ce matin, il y a eu du mieux sur le moment du truc. Incomparable. À noter aussi que c'est passé, j'ai vu passer sur Discord un peu, mais US recrute des Oui, postes tout à clés, fait, tout à fait. des gros postes. Ouais. En France notamment, c'est ceux que j'ai vus, mais en fait, ils recrutent aussi aux Mhm. États-Unis. Et dans leur fiche de poste, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ils parlent d'une croissance rapide, on va dire. Ah, énormifère. Parce qu'en fait, ils sont passés de pas rien, mais presque rien, C'est clair. à au distributeur d'un des jeux qui, pour moi, sera dans le top 3 rapidement des plus gros TCG, qui est Je déjà pas très pense. loin. Donc forcément, voilà, il y a le truc le machin est Il y a de lancé, l'inertie, c'est ça clair. recrute, il commence à grandir, ils cherchent des nouveaux partenaires, comme ils l'ont fait là pour Mhm. les tickets de Lille, par exemple. Et ça a l'air très clean. Hein, Ah, ils ont sorti aussi un guide, Ion Bologna, qui est Ouais, sorti, lui, sur le blog officiel. Et notamment, avec ce guide, ils ont sorti un fascicule PDF où il y a enfin des infos pertinentes par rapport aux compétiteurs, qui est super bien fait, qui est rigolo. Il y a je pense qu'il y a des erreurs de traduction depuis l'italien, des fautes un peu ah ouais, improbables. Bon, ça, c'est des petits détails. Moi, c'est des trucs que j'aime pas trop, mais c'est pas grand-chose c'est par pas rapport au grave. problème. Moi, ce que je vois le plus par rapport, pour finir sur UVS, c'est l'écart de culture et le fait qu'ils ont mal grasp, ils distribuent un jeu dans le monde entier, sauf la Chine. Parce que c'est un autre distributeur Ouais, qui le fait en Chine. Et ils sont arrivés avec leur culture US et qui s'applique pas partout. ouais. Mais c'est plus que la culture, c'est aussi des trucs de législation de taxes, hein, comme on a vu la Non, dernière mais fois. clair. Ils ont de la mise à niveau à faire. Ceci dit, moi, je suis convaincu qu'avec Riot derrière, qui est très regardant sur ces choses-là quand même, eh ben, ils sont en train de faire leur mise à niveau, ils sont en train de faire de mieux en mieux. Je vais pas leur donner le bénéfice du doute comme Riot, je suis beaucoup plus critique de ce que fait UVS. On verra ce que ça donne. Toujours est-il, end of the ranting moment, I guess. Et on passe Parfait. au méta, on est là pour ça quand On va même. parler de jeu. C'est un podcast compétitif, on va parler du jeu. On va parler de jeu, d'autant qu'il y a une échéance, la première grosse échéance européenne. Mhm. C'est dans 3 jours, heure où on tourne pour le début du main event, puisqu'on est C'est ça. mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est ça. C'est très bientôt. Et avant de partir, donc Carlo Totiba, moi Ouais. j'y vais pas, on va faire un petit méta-check, même si par rapport au dernier podcast, on n'a pas eu de régional en Chine. On a... Si, Mais non, il y désolé en a eu aussi. un juste après, oui, il y en a Mais eu c'est un celui juste dont on va après, parler dont on va maintenant. parler, c'est vrai, mais il n'y en a pas eu les deux qu'on avait Non, l'habitude, on on n'a a eu pas eu qu'un seul. le double Mais en tout week-end. cas, malgré ça, quand on voit un peu les discussions, on voit ce régional-là et puis on voit un peu les discussions, euh, moi je ressens un changement quand même qui est en Ouais, train de s'opérer, dont moi on avait aussi. commencé à Moi aussi. parler il y a 2 semaines. Euh, Notamment au niveau de Draven, qui était depuis le début le deck dont on parle, the deck to beat. Il y a toujours quasiment dans une méta un deck to beat Spoiler, he got beaten. exactement, sur le set 1, c'était Kinda. Kai'Sa, qui était le deck to beat et qui était d'ailleurs avec le recul maintenant beaucoup plus difficile à battre que ce que Draven est aujourd'hui. Et c'est ça qui est Hmm. intéressant. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça, j'en parlais tout à l'heure dans ce que Guskin disait dans le State of the Game. Draven est un deck extrêmement logique, extrêmement straightforward, extrêmement intuitif. Ouais. Quand on voit le spoil des cartes et qu'on voit la légende, on comprend un peu comment ça marche. Bah, c'est pas Comme on a compliqué. dit, Ça va marcher, ça va le être build, il a broken, été fait comme ça. Hein. ça va être broken, ok. Et ce qui est vrai. Et puis ensuite, les gens commencent à se dire comment on le bat, et on s'est rendu compte que si Il a des weaknesses, il a une bien weakness sûr. absolument principale dont on parlait la semaine dernière, qui est si on ne combat pas Draven, il a une légende qui fait Ou rien. s'il gagne pas de combat. En tout cas, s'il ne gagne pas de combat, Voilà. soit on arrive à gagner les combats. Le problème, c'est que moi, je pense que c'est plutôt rentrer dans son jeu. Le mieux, c'est de les éviter. Il y a C'est des ça. possibilités de les éviter, Bien sûr. plusieurs. À peu près tous les decks peuvent le faire dans une mesure différente. Le deck dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, c'est Kai'Sa, qui me paraît être le Ouais. deck très important et qui est, je pense, le deck qui va avoir beaucoup d'impact ce week-end, pour moi. À mon Mhm. avis, mon gut feeling, c'est que c'est le deck qui va beaucoup changer, les choses. En plus, c'est un style de deck, historiquement, qui est assez apprécié en Europe. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est le même deck que dans le set 1. On va pas à pas grand chose près. Un peu moins de pioche, un peu plus de blast. C'est le même deck. On va pas Et trop rentrer encore, dans les les listes détails. ont tendance de plus en plus à rajouter de la hard draw type Progress Day ou quoi. Ouais. Donc en fait, elle y est la pioche, elle est juste pas organisée pareil, on joue plus Dreaming Tree. Elle est moins, enfin, on va la chercher Elle quoi. est moins incidentale, Incidentale, c'est elle ça est le mot que je provoquée, cherchais. Voilà. voilà, c'est ça.
Mais du coup, Mais voilà, allié quand même à la fin, hein, tu vois des cartes hein, quand tu joues que ça. c'est clair. On voit donc ce deck, par exemple, qui est une bonne réponse à Draven, et puis d'autres qu'on a pu voir, aussi des decks qui émergent. On a parlé de Jax il y a 2 semaines, Ouais, on va parler d'un autre deck aujourd'hui notamment. Donc ça bouge beaucoup. Moi, je trouve que ça a beaucoup bougé, je pense que ça va continuer à beaucoup ouais. bouger. Je pense que la méta de ce week-end, sera très différente de tout ce qu'on va voir ce qu'on a vu avant et de ce qu'on va voir après surtout. Mais surtout après, attention à Lille, jamais ce sera les mêmes decks C'est qui sûr. vont performer. On a besoin de temps pour tout ça. Mmh. Et encore, on en a un peu plus que normalement, puisqu'on a les spoilers, la Chine et tout, mais ça prend du temps et je veux dire, on a rajouté 70% de nouvelles cartes. Mmh. Donc ça prend du temps, c'est du boulot. On va parler du winning deck du dernier régional. Il s'agit non pas de Draven, mais de Annie. Alors, C'est pas non, Draven. voilà. C'est pas Draven. Et c'est pas Et en Draven. vrai, c'est vraiment pas Qu'est-ce Draven. que dans ce deck il y a que Draven ne fait pas? Bah, le premier truc, c'est que la légende Annie, elle proc tous les tours, Mmh. no matter what. Mmh. La seule condition pour profiter de Annie Legend, c'est d'avoir utilisé 2 runes Mmh. pour pouvoir les ready. Qu'est-ce qui se passe avec Annie? Autant en 7-1, c'était un deck qui était un deck très aggro, entre guillemets. Par aggro, ça cherchait à marquer des points early avec Sneaky Decken, que ça joue toujours, hein. Mais ça fait un finisher en la personne de Vir Ride the Wind, qui n'est plus tellement d'actualité. Maintenant, qu'est-ce que Annie, ça cherche à faire? C'est une sorte de deck mid-range, hyper straightforward, qui cherche à dire, je pose un truc sur ce BF, je le protège avec mes fameux 2 mana, des hidden cards, et ben, si tu viens, ça va être la galère pour toi. C'est aussi un deck qui joue Ringard, carte qui va, à mon avis, voir de plus en plus de play, parce que quand même un trick qui fait plus 5, techniquement c'est un trick d'attaque qui fait plus 5, Mmh. qui laisse un body de 3, Mmh. qui a intérêt à être bounced aussi éventuellement, c'est intéressant de reprendre, parce que même si ton adversaire il sait que tu as Ringard dans la main, et ben, ça veut dire qu'il va devoir caler son hold avec un plus 5. Il suffit que tu aies un truc en plus. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc ce deck, Annie, il révolve énormément autour des 4 drops, les main 4 drops du rouge, Kai'Sa et Draven. Draven, ouais. Celle-là, on les présente plus. Et qui révolve autour de Forerunner. Alors, c'est une carte, moi, dont j'aimerais bien parler aujourd'hui, notamment parce qu'en testing, on a pas mal progressé avec Forerunner. Sur le papier, il y a 12 de might pour 6 et un power, c'est Rien à parfait. dire. Maintenant, on a eu du mal à trouver comment utiliser Forerunner concrètement. Mmh. Quel est le moment en fait où tu es intéressé d'avoir Forerunner? Ce qu'on a identifié là où on en est dans notre playtest, c'est que c'est, bon ça on le savait, c'est évidemment une carte de hold et non pas une carte d'attaque, puisque si tu attaques avec, ils sont stuck en base jusqu'à ton prochain tour, les mechas. Maintenant, si tu hold avec et qu'on te le craque, en fait c'est une sorte de gros œuf, hein, si on te craque leg et que tu untap, enfin que tu ready, tu awaken, allez, on continue la réforme, tu awaken avec tes mechas en base, et ben là tu profites immédiatement de ta might. Donc c'est une carte de hold qui est super intéressante parce que si vous êtes devant au point, et ça on revient un peu aux fondamentaux de Riftband, si vous êtes devant au point et que vous êtes en train de hold un battlefield, vous avez gagné si ça continue comme ça. Mmh. Donc vous forcez l'adversaire à faire quelque chose. Et c'est là où vous, contrairement à Draven, forcez l'adversaire à venir dans votre plan de jeu. Mmh. Alors Draven c'est un deck de hold aussi, hein, il cherche à te forcer à venir dans le plan de jeu. Mais là où Annie, eh ben, elle est super forte, c'est que tu vas poser ton Ferrous Forerunner sur ton battlefield et tu vas avoir du mana pour le défendre immédiatement. Exactement, des Et runes. ça change tout. Des runes, bien sûr. Et des runes que tu as recyclées pour jouer des hidden cards éventuellement. Mmh. C'est un deck, typiquement, je vois que là, il y a une copie de Bargain. Alors, Bargain, c'est un sort qui n'est pas super fort non plus, dans le sens où Aujourd'hui. aujourd'hui. Mais là, pour l'instant, c'est relativement prévisible. En fait, et si tu joues violet et vert, évidemment, tu n'as pas trop envie de jouer bargain Mmh. parce que tu as des meilleures options. Mmh. C'est un truc un peu particulier parce que si c'est pas un spell, la réponse de l'adversaire, ou s'il le joue au début de son tour, est-ce que tu le bargain quand même? Est-ce que tu gardes du mana up? Donc voilà, c'est quand même pas un truc qui est aussi violent que quelque chose qui fait quelque chose on the spot. C'est souple, je comprends moi qu'ils essaient d'en jouer dans du purple red parce que c'est unique, Et dans ce deck-là, ça a Et vraiment dans ce du deck-là, sens. c'est là où j'en viens. Il Ouais. a plus de sens encore que Encore dans plus les que dans autres. Draven, Parce parce que de mana, parce que ça rajoute une carte à deux runes de exactement. plus, et que ça a beaucoup de sens. Là où ça me plaît aussi, c'est que ça joue Traveling Merchant. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire qu'on revient. Cette de drop, elle est super Mmh. forte. Elle a du cycling. Et on voit avec Irelia, avec c'était la Cornerder et avec le petit chien là, Treasure Hunter, Ouais. que When I Move, c'est un sacré keyword. Enfin, Ouais, ouais. sacré key sentence, whatever.
avec le travelling, c'est super intéressant. Le reste du deck, il est hyper classique. Remarque qu'on a du Mind Splitter, du Darius en side. C'est pour les match-up où on va vouloir aller plus loin encore. Ouais. Match-up lent, match-up contrôle. Ouais, c'est ça. J'ai Moi, l'impression que Mind Splitter, pardon, juste sur J'en le Mind prie. Splitter, c'est vraiment la clé du truc, et notamment pour Draven, parce qu'on voit que même les listes Draven aujourd'hui jouent, voire même parfois 3 Mind Splitters en main deck, et ce qui pour moi est la condition de survie pour Draven C'est dans ça. la méta. Si Draven veut continuer à exister dans la méta, ce qui est le cas Il va devoir s'épaissir. il va devoir s'épaissir Exactement. sérieusement, parce que s'il fait que compter sur sa légende et qu'il tombe contre Kai'Sa à 25 blasts dans son deck, c'est typiquement le genre de match-up où si on a une liste Draven sans les Mind Splitters, voire même sans les Ferrous, parce qu'il y en a qui jouent sans les Ferrous, contre une Kai'Sa full blast, c'est le genre de match-up qui peut devenir ultra polarisé, où Kai'Sa peut avoir des win rates vraiment stratosphériques, mais complètement. parce que ça devient injouable pour Draven. Alors qu'en rajoutant les Mind Splitters, ça change quand même beaucoup de choses. Parce qu'on se retrouve avec Breaking Point de 7. Breaking Point de 7. Aujourd'hui, 7 de Might, c'est Falling énorme. Star Singularity, ça passe pas. On va retirer justement éventuellement le Blast dont il y a besoin, le Fox qui fait que Kai'Sa ne peut plus gagner la game, le Time Warp avec ces versions-là. La carte, vraiment, c'est mettez 3 Mind Splitters dans le match-up. On va pas parler de chiffres précis parce que ça n'existe pas, mais votre win rate, il est drastiquement augmenté. Voilà, exactement. Vraiment drastiquement augmenté. Là, on commence à avoir des cartes de side qui ont un gros impact dans certains match-up. L'avantage de Mind Splitter, c'est que c'est une carte qui est quand même souvent bonne. Pourquoi tu la mets pas en main deck? Pour toutes les fois où c'est cher. Et où l'adversaire, quand tu vas casse Mind Splitter, il reste 2 cartes en main et qu'en fait, tu en as moins besoin. Il y a aussi ça. C'est pour ça que c'est une bonne carte de side. Cette version-là, sans Treasure Hunter, sans tout ça, ça a du sens. Je pense que pour Draven, par exemple, on veut jouer Treasure Hunter en main deck. J'ai mis longtemps avant de comprendre ça, mais je pense qu'on veut jouer Treasure Hunter. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'allais à Bologne avec Draven, j'aurais 3 Mind Splitters dans mon main deck. Très probablement. Parce que je pense que c'est la clé pour battre beaucoup de match-up qui sont venus pour nous battre, quoi. Voilà. Alors, commentaire quand même sur le deck, il y a des petits random numbers. Très à la mode, le Singular Noxus Hopeful. Je veux quelqu'un qui me fait un exposé pour comprendre. Je comprends pas. On parle tout le temps de numbers et de proba et de stats. Pourquoi on joue un Noxus Hopeful? Non, mais même, allez, je vais te dire. C'est une super carte de malade en plus. 2 Rebuke, 2 Fight or Flight plutôt que de faire 3-1. Allez, on peut le laisser passer. Coerce Choice, les cartes se ressemblent. Ça me va. Un Noxus Hopeful, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est pas je ne l'ai pas. Ta 4e Kai'Sa. Non. C'est pas ton 4e Draven. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sachant que, en plus, Noxus Hopeful, c'est quand même une carte de malade. Mais dans un deck où tu joues stack deck et où tu joues cleave, t'es pas malheureux, même Putiporo, t'es pas malheureux d'avoir un Noxus Hopeful du tout. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est. Je ne comprends pas. Maintenant, moi, je veux souligner un dernier truc sur ce deck qui me plaît beaucoup, c'est Star Type Pick. Ce qui nous montre bien que c'est un deck de hold. C'est un truc, je cherche à hold sur le Star Type Pick, je vais avoir un avantage et l'adversaire pourra pas clawback. Ce qui fait probablement que ça existe aussi d'avoir un downwell dans la side, par exemple, ou des trucs comme ça pour ramp up. Après, si toi-même tu cherches à hold, c'est un peu embêtant de casser ton hold. Mais toujours est-il, un deck qui est straightforward et qui est dur à déloger à cause de Spherus Forerunner, à cause de Draven aussi. Super intéressant. On se demandait dès le début, Annie, est-ce que c'est strictement inférieur à Draven? Au début, on a tous dit oui, c'est obligé, tu pioches trop. Annie, elle pioche pas comme Draven, mais elle fait un paquet de trucs et c'est un super deck, on le voit aujourd'hui. L'angle d'attaque est difficile, la faiblesse est dure à trouver. Plus polyvalent, beaucoup plus polyvalent en termes de match-up. Il va être beaucoup moins sensible aux decks comme Victor et Kai'Sa, sur lesquels Draven souffre énormément. Surtout Kai'Sa, mais Victor aussi quand même. Parce que justement, on a de quoi jouer un peu, on a des unités sympas, on peut marquer des points avec Sneaky Decken intéressant, on a les Ferrous. Sneaky Decken, c'est cool. On a une Vert Timeline qui est très bien contre ce genre de deck aussi. Enfin, les Mind Splitters, voilà, bon deck, juste un bon deck. Et ça m'étonne pas qu'il ait gagné. Et voilà, les couleurs violet et rouge sont très fortes. Annie est une bonne légende, normal. J'ai pas mal parlé de Annie, mais le prochain, il est pour toi. Ouais. Raconte-nous un petit peu la maillot. Il s'agit le plus grand empereur de Shurima, si je me souviens bien. Bien sûr, le personnage de LoL le plus stylé de l'histoire de tous les personnages de LoL, mais ce n'est que mon avis. Unbiased. Ce n'est que mon avis. Azir, deck de fou. C'est vraiment un deck de fou. Qui perd contre Annie. Hein. Là, c'est la decklist. Oui, c'est le cas. Okay. C'est la decklist de la finale du Regional Qualifier en Chine. Azir, qui est un deck de fou, que j'ai pick-up depuis 2 semaines à peu près. Ouais. C'est le premier deck que j'ai sur Spirit Forge, parce que vous l'avez compris, j'aime bien le Gus, quoi. Mais en tout cas, au début, forcément, j'arrive sur Spirit Forge, je teste le truc, deck un peu bizarre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, la decklist que j'ai pris, qui n'est pas tout à fait celle-là, mais quoique. Non, elle n'est pas tout à fait celle-là. Mais c'est pas grand-chose près, c'est ça. Et au final, elle ressemble vachement à celle que j'avais jouée Day 1, parce que on va en parler plus tard, mais c'est peut-être un
un des points faibles du deck. C'est un deck qui fait quoi? C'est un deck qui fait beaucoup de choses, je trouve. Parce que c'est un deck qui va... Juste, on rappelle le fonctionnement technique. La légende a dit que quand tu joues un gear, tu peux taper la légende et payer 1 pour jouer un Sand Soldier. Et elle a une ligne aussi qui dit que tous tes Sand Soldiers ont Weapon Master. Donc, ils vont pouvoir équiper gratos, ce qui fait que toutes vos one mana gear se transforment en 2 Might Weapon Master qui attachent le gear. Ça peut être Brutalizer, ça c'est un 2 mana, Exactement. mais c'est surtout Eye of the Herald et le Doran's Voilà, Shield. donc ce qui veut dire que forcément, on ne joue pas d'unit dans cette version, on a le droit de jouer des units, c'est pas interdit, mais tout notre early game va être assuré par les gears et une bonne partie de notre late game aussi, incidentalement parce qu'on joue à Rise, qui est le spell signature d'Azir. Ce qu'on veut faire, c'est poser un gear tour 1 et jouer un token, un Sand Soldier. Les gears qu'on a à 1, donc c'est Doran Shield et Eye of the Herald. Sur la game 1, on va avoir le Trifarian Warcamp, ce qui rend le Eye of the Herald vraiment monstrueux, parce qu'on va Ce qui pouvoir... rend la game 1 monstrueuse Ouais, de ouais, c'est Azir sûr. aussi. Hein. Et en fait, voilà, C'est un forcément, gros deck de game 1 pour le coup, je trouve, avec le voilà, Warcamp. Azir va arriver, Eye of the Herald token, on swing, on envoie 4 de might, 2 et 2, on a du follow-up derrière, on remet un gear, on remet un Sand Soldier, enfin très puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce package de 15 gears, généralement, c'est à peu Mhm. près ça, donc que des gears à 1 et à 2 plus 3 BF Sword, qui est un gear à 4 qui va assurer un peu plus euh, le mid et le late game, on va dire parce que ça donne 3 de might, que ça se cascade comme tous les gears. Enfin bon, bref, on va venir un peu plus tard sur ça. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'il a du coup un énorme package de tricks, puisque plus de la moitié du deck, c'est des spells. C'est des spells de réaction pour quasiment tous. Des spells qui vont permettre d'interagir avec l'adversaire. Il y a les contre-sorts verts, on joue les Defy, on joue les Not So Fast. Il y a les Hidden Blade, il y a les Kill the Weak, forcément Kill the Weak très très fort dans... Hidden Blade et Curse the Week, c'est probablement les deux meilleures cartes jaunes tout court. C'est les Ouais, deux meilleurs removal overall. Et en plus, le jaune te donne accès à Eye of the Herald, qui est le meilleur équipe que tu veux dans Azir. La BF, hein, c'est un des decks qui profite le plus du jaune, je pense, dans le format. ouais, très probablement. Alors Hidden Blade, je suis un peu mitigé quand même dans ce deck-là. D'accord. Parce que, alors dans la méta de manière générale, je dirais qu'Hidden Blade est moins impactante que ce qu'elle Mhm. était dans le set 1. Parce qu'on souffre moins de Fox, de Darius, de ce genre de cartes-là qu'on a envie d'Hidden Blade. Ils sont encore là, mais il y en a peut-être Ouais, un il y a peu quand même moins. des Fox dans Victor, dans Cassette, dans Ezreal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, j'ai senti moins Ouais, de trucs parce que c'est aussi un deck qui est quand même un peu punchy. Faut utiliser. On a quand même envie. Voilà, le truc, c'est qu'on a envie d'utiliser quand même ses runes dans son tour. Pas toujours. On a toujours un petit. Justement, voilà, quand on commence à avoir 5 runes, on va être content de faire un petit gear, un Sand Soldier et passe. Et on a deux ou ouais. trois open. On va pouvoir jouer les blades. On va pouvoir avoir le Death Grip que moi, j'aime pas trop, que je suis en train de voir, qui forcément est intéressant pour les cascades de might, pour les équipements et tout ça, qui peut avoir Mmh. du sens, mais qui est peut-être la carte que je remets le plus en question. Guards, que je trouve très cool. Guards, ça met un Sand Soldier pour 3 et on peut la hide. Et ça, c'est super cool. Parce qu'avec ça, ça permet de cascade pas de cascade, mais ça permet de ramener des équipements sur le battlefield en réaction speed. Ouais. Puisque le token va avoir Weapon Master. Donc Donc on va un pouvoir Guards hide. avec Brutalizer, c'est un swing de 5. Exactement. Par exemple, le brutaliseur, forcément, ça marche super bien. Ça permet, on peut remettre un brutaliseur de la base, on peut le bouger d'une autre, on peut le passer d'un battlefield à l'autre. Enfin, la carte est super Donc polyvalente. on parle d'un punch first en réaction speed. Ça peut, en gros, c'est ça, et qui laisse un body derrière. Enfin, c'est vraiment très costaud. On peut aussi, en cas d'urgence, payer 3 un jaune pour le jouer accéléré depuis la Ouais, ouais, base, ce qui ouais. peut parfois vraiment faire la différence, puisqu'on n'a pas énormément d'accès, et parfois c'est ça qui va même te faire le 8e point dans certaines situations. Ah oui. Évidemment, la carte clé du deck, qui est absolument monstrueuse, c'est Arise. Arise, qu'est-ce que ça dit? On met un Sand Soldier par équipe qu'on possède. Et Et là, il y a un reflexive trigger. il y a un Reflexive Trigger qui dit après Ready two of them. Donc à partir du moment où on a deux équipes, on va mettre deux Sand Soldier ready. Si on a trois, on en met deux ready plus un non ready, et ensuite, etc. La carte, elle fait tout. C'est un finisher, c'est un border. Elle replace tous vos équipements. Elle vous permet de faire des. Et c'est là où le deck est très compliqué, mais elle vous permet Mhm. de faire des tours complètement fous. Vous allez pouvoir attaquer, ensuite vous allez pouvoir replacer vos équipements comme ça vous arrange. On peut trigger plusieurs fois le of the Herald dans le tour avec le truc ready, en attaquant d'un côté, ensuite en le ramenant, attaquant avec le ready. Enfin, il y a 1000 d'utilisation de la carte. C'est vraiment trop fort. On n'est pas obligé de jouer les Sand Soldier en base, là où la légende oblige à jouer les Ouais. Sand Soldier en base. Rise, on n'est pas obligé. Ça peut aussi faire un gros hold surprise. Ça fait tout. La carte fait tout. Il n'y a pas ce deck sans Arise de toute manière. Ce deck ne gagne pas sans Arise, je pense. C'est vraiment, on est obligé d'avoir au moins une copie d'Arise dans la game probablement pour la gagner. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Un deck, clairement, on a fait pas mal de games hein, tous les deux. T'as les games où tu as Arise, t'as les games où tu as deux Arise.
Tu as les games où tu en as 3 et les games où il y en a 0. Comment Ouais. tu fais pour gagner les games où il y en a 0? Je pense que ça va dépendre des match-ups, Ouais. dans beaucoup de match-ups, parce qu'il y a aussi des match-ups où, par exemple, une BF Sword, ça peut suffire. Mhm. Parce qu'une BF Sword qu'on va pouvoir cascade quelques fois, si on a des units pour le poser, on a aussi quand même Desert Scroll, qui est celle qui met un Sand Soldier et qui a un Un repeat, repeat, ouais. qui est clairement Ouais, une espèce pas de bébé qui est Arise. clairement pas à Rise, mais qui avec la BS Sword sur 2 tours peut quand même permettre. Parce que voilà, la clé c'est d'avoir une équipe, le meilleur qu'on ait, c'est la BS Sword, mais le brutaliseur fait la même chose pour Quand tu le cascader. changes, hein, Et c'est d'avoir suffisamment d'unités derrière pour pouvoir proposer de la might en attaque. Donc en attaquant, on équipe, on va tuer une unit, on revient à la base, enfin notre unit meurt, on a un autre Sand Soldier, on remet l'équipe, on retourne. Mais si, pardon, je t'interromps, mais si tu Arise par exemple et que tu fais 4 Sand Soldiers, est-ce que les 4 Weapon Master Triggers peuvent target le brutaliseur? Parce que le brutaliseur, il donne 2 à l'unit. Ce qui fait que tu as brutaliseur plus 2, hop, ensuite brutaliseur plus 2, brutaliseur plus 2, brutaliseur plus 2. Non, il donne pas plus de à l'unit. Et il donne plus 2 à qui? Si, c'est when you equip me this turn, I get. Oui, if you équipe mes Eastern, I get plus de Donc might. ça veut dire que si ton brutaliseur. T'as 4 trigger Weapon Master par Ouais. exemple. Les 4 target brutaliseur, tu vas le bouger. Ouais, mais les de might restent pas. Mais pourquoi? Pourquoi il resterait? Parce que Bon, c'est il faut qu'on check, mais c'est qu'on le until end regarde. of turn. Mais moi, je pense que c'est lié à l'équipe. Que c'est juste lié à l'équipe et que c'est celle qui va porter l'équipe. On va vérifier le ruling quand même. En tout cas, c'est vraiment Ce ça serait l'idée. terrifiant. C'est vraiment ça l'idée, de pouvoir cascader, de pouvoir utiliser un peu, notamment ce Rise. Il y a la champion unit Azir, qui Ouais, on en a fait de pas parlé. l'accélération supplémentaire, qui permet, je pense, qui est vraiment un outil de. Moi, en tout cas, je m'en sers beaucoup comme si on n'a pas un Rise, on va avoir du mal à arriver à 6 points. Et Azir peut nous aider pour ça. C'est-à-dire que Ouais. justement, c'est le moment où on va pouvoir, avec 200 soldiers, cascader un équipement une fois, 2 fois, arriver, prendre un battlefield, envoyer Azir de l'autre côté, potentiellement aussi intéressant, faire un hold si jamais. C'est une Mhm. bonne option pour faire un hold sur le Warcamp dans la game 1. Voilà, c'est un deck, je pense, qui est franchement extrêmement compliqué Ouais. à jouer bien, Et de vraiment jouer bien. contre aussi. Parce que justement, tous ces tours de séquencing, en fait, tous ces Weapon Masters, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on joue un Sand Soldier, ça arrive quelques fois quand même, et qu'on a par exemple, vous jouez un Sand Soldier, vous avez 3 équipes, bah, vous avez une décision. Voilà. Alors parfois elle est très facile, mais la plupart du temps elle n'est pas très facile. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon Sand Soldier sur un battlefield par exemple. Ça c'est un truc classique. On met tour 1, Eye of the Herald, Sand Soldier, on attaque, on met le token et tout. Tour 2, j'ai un Brutalizer que je vais jouer. Je joue mon token. Qu'est-ce que je fais de mon Weapon Master? Et ouais. J'ai pas envie d'équiper le brutaliseur particulièrement, parce que ok, ça m'économise une, mais ça me donne que 1 de might, Ouais, donc j'ai pas exactement. trop intérêt à le faire. Si jamais j'ai besoin pour une raison X ou Y de l'équiper et que j'ai pas de weapon master, je préfère qu'il soit par terre. Donc je vais prendre peut-être le Eye of the Herald parce que ça me permet de rebouger, mais finalement, est-ce que je peux pas aussi réfléchir dans l'autre sens en mettant le brutaliseur? Enfin, il y a à chaque fois qu'on joue un soldier et qu'on a plusieurs équipes, il y a un choix. Et je trouve que il y a des raccourcis à faire, mais ils sont vraiment durs, quoi. Il Ouais. faut vraiment à chaque fois aller se creuser la tête, parce que c'est un deck qui va se jouer à peu de might, parce que c'est un deck qui malgré tout a pas de pioche quasiment. Mhm. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a pas de pioche, mais il fait quand même beaucoup de card advantage de value parce qu'il ne joue pas d'unit. Et que l'exemple que je donne, c'est contre Kai'Sa. On met un Sand Soldier équipé de n'importe quelle équipe, il va se prendre avec Sekray. Bah, vous avez fait de la value, l'équipe reste, le Sand Soldier, c'est pas une Exactement, carte. c'est le principe des équipes. Hein, Et, ouais. et en fait, chaque fois que vous allez vous faire blast une unit, vous allez faire de la value. Chaque fois que vous allez faire tuer une unit, Mhm. vous allez faire de la value. Et c'est comme ça que ce deck gagne. C'est que vous n'avez pas pioché, pas besoin, mais si le mec peut pas faire de 1 pour 1, Ouais, c'est tu pas fais du possible. grinding, On ne peut pas c'est faire. attrition based. Exactement, Finalement. on peut pas Ouais. faire de 1 pour 1. Il y a des games où on pourra y aller vraiment suffisamment fort pour jouer à la tempo en overwhelmant l'adversaire, en proposant trop de might, trop de menaces. Puis il y a aussi des games où juste, si tu continues à faire du 1 pour 1 avec tes soldiers, tu vas gagner parce que ton équipe il va revenir avec un autre soldier, brutaliseur. Et que Voilà. la might n'est pas une solution à cause des cascades d'items, c'est ça aussi. Et en Ouais. plus de ça, quand tu joues contre Azir, ce qui est délicat, c'est que par exemple, tant que son champion il est dans la champion zone, et ben tu dois compter tous Mm. les moves qu'il peut faire avec son Azir accéléré. Donc ça, moi là où je le trouve intéressant, c'est qu'il casse la tête aussi de ton adversaire. Alors la tienne, parce que c'est compliqué à Mm. compter, à jouer, mais en tant qu'adversaire, déjà c'est un des decks qui joue Call the Weak. Quand vous jouez contre un deck qui joue Call the Weak, c'est quelque chose qui doit être omniprésent dans votre esprit, parce que c'est un removal non target qui peut tuer n'importe quelle unité du jeu, ce qui fait que c'est particulier de jouer contre des decks Call the Weak, ça change le mulligan, ça change plein de choses pour augmenter le win rate. Et l'autre truc, c'est que tant qu'Azir est dans la champion zone, on a des comptes à faire tous les tours et des décisions à prendre tous les tours. Parce que bah, si tu utilises Rise pour passer de 4 à 6 points,
derrière, le tour avec Azir, il est énorme. Il est énorme et il faut le compter. Et probablement que une des clés de ce genre de deck pour les battre, ça va être de forcer ce genre de play rapidement. Évidemment, la End 8, que ce soit sabotage ou Mind Splitter, pour essayer d'enlever le Rise ou les Rise avant qu'il n'arrive. Et pour parler quand même des weaknesses du deck, bah, évidemment, Thermobim. Ouais. La Gear 8, c'est une chose, mais là, Thermobim, c'est game over. Alors, je pense que j'ai joué quelques fois contre Thermobim, pas tant, parce que j'ai pas énormément joué contre Rouge, mais aujourd'hui notamment. Et je pense que c'est pas si obvious que ça D'accord. à caster pour l'adversaire. Là, je parle vraiment pour l'adversaire. Quoi qu'il arrive, ça va toujours être cool. Hein. Vous voyez 3 équipes, vous faites Thermobim, c'est jamais pourri. Ouais. Mais je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus que ça. Déjà, c'est action speed Thermobim, si je me trompe pas. Ouais, ça c'est tout bénef. Donc ça change tout. En fait, ça change tout. C'est tout bénef. Parce que ça veut dire casser que les comptes de ton adversaire. on casse les comptes. On peut peut-être, enfin évidemment, forcément, Thermobim, voilà, j'ai 3 équipes en main, j'ai Arise, je prévois de jouer Arise, je prends Thermobim, c'est probablement bouclé. Maintenant, il y a, voilà, il y a d'autres options, je pense qu'il faut être patient avec cette carte, c'est important. Ouais. C'est vraiment une carte avec laquelle il faut être patient. Parce que si elle n'enterre pas le deck, enfin, on peut toujours comeback après derrière, voilà. Alors que je pense qu'il y a vraiment un moment, au dernier moment quand on la joue, où c'est bouclé, il y a plus après à dire, à plus ce qu'il faut pour remonter. Forcément, c'est une carte clé. On voit ici 2 win wall en side. Ouais, c'est ça. C'est pénible, mais d'un certain côté, je pense que j'ai l'impression qu'on peut pas rentrer win wall si c'est juste Thermobim en face. S'il y a d'autres cartes qui commencent à être intéressantes à contrer, j'imagine que c'est une bonne carte. Je pense à Kai'Sa où on n'est jamais mécontent, même si tous les autres spells de Kai'Sa se font not so fast, à part Time Warp. Voilà, contre Kai'Sa, c'est clairement j'ai envie de rentrer win wall. Je sais qu'il va y avoir Thermobim, il va y avoir des Time Warp, il va y avoir des trucs, bref. Honnêtement, j'ai l'impression d'être à 15% d'avoir compris le deck et de savoir comment ça marche. À voir aussi contre des adaptatrons qui. C'est fou comment 7-1 Adaptatron, on a regardé la carte, on a dit mais qu'est-ce que c'est que cette Gear 8 toute pourrie. Et maintenant qu'il y a Irelia et qu'il y a des decks violet-vert qui vont dans tous les sens, Adaptatron ça devient super cool. Et c'est une sacrée carte à porter. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de deck. Moi je voudrais finir avec ça sur Azir. Ça peut être un méta warper. Dans le sens où s'il y a des pilotes très expérimentés avec le deck parce qu'ils demandent énormément de reps et il faut être frais pour faire tous les maths et tout. Typiquement, là, moi je serais jamais à la Bologne avec Azir. Il faut trop de game et c'est épuisant. Si le deck est bien refined, maîtrisé avec des bonnes listes et bien piloté, et ben là, ça va être un truc qui va potentiellement forcer la Gear 8 partout. Ce qui fait que ça va avoir une incidence sur d'autres decks qui sont aussi sensibles à la Gear 8 et qui vont être bloqués parce qu'il y a de la présence de Azir et tout ça. Des decks aussi qui n'ont pas accès à la Gear 8, ou en tout cas pas de bonne qualité, qui pourront vont plus être la pénalisés jouer, par ça. voilà, exactement. Ouais, pour moi, c'est vraiment le genre de deck sur lequel il faut mettre un petit œil. On va regarder. Les listes, alors je pense que le package de gear, on n'a pas suffisamment de choix pour envisager autre chose. Les seuls changements qu'on voit, c'est lui, c'est pareil, mais entre le GA, l'ange gardien et les ciseaux, les Sacred Shears. Ouais, on a envie de jouer aucun des trois. Enfin, ouais, franchement, les deux, je pense, les deux équipes sont pas terribles. Les deux sont pas terribles. On a besoin d'un des deux en x3. Bah ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment la sensation que les ciseaux c'est pas bien parce que ce power il coûte trop cher. Parce qu'on a un deck Kill the Weak, on a un deck où on a envie d'avoir du power pour équipe. De mon testing, ça me plaît pas. Après, Ange Gardien, c'est vraiment pas terrible non plus. Bah non, parce que quand Ange Gardien, tu perds l'unité, tu sauves l'unité, toi tu voudrais sauver l'Ange Gardien en fait. Le seul avantage que ça peut avoir, c'est que ça permet quand même d'assurer d'avoir un peu de swing back pour justement cascade. Donc plus tard dans la partie, c'est cool parce qu'on va pouvoir envoyer une Lilith qui va mourir, qui va revenir. Et donc si on a un autre équipe à côté, ça va donner une unité de plus qui va pouvoir. Il faut ready aussi. Non, mais oui, mais on perd le GA pendant le tour adverse, c'est à nous, ça ready. Ah oui, tu parles dans ça. Ok. Donc ça fait un Sand Soldier gratuit. Saved, ouais. Mais franchement, c'est. Qui trigger pas Weapon Master. Typiquement, ces slots-là du deck, à surveiller ce qui va se passer avec les nouvelles cartes des sets suivants. Parce que si tu commences à avoir des value gears, des choses comme ça. Il faut un gear à 1 ou à 2. Je pense que j'ai l'impression, j'ai pas trop regardé tous les maths dans le simulateur, mais. Au détapeur de légende aussi, comme Azrael, parce qu'il me semble qu'une fois que tu as mettre la condition de Azir, si tu peux le détaper, tu peux remettre un Sand Soldier. Complètement. Donc c'est aussi un truc. D'ailleurs, il y avait le Battlefield qui faisait ça, le Hall of Legends qui était joué au début. Je pense que cette combinaison de 3 Battlefield. Alors en vrai, la Hornforge, c'est cool, c'est probablement le moins bon des 3 à mon avis.
Vile Mosler, alors moi j'ai l'impression que sur cette méta, C'est dur de pas jouer Valmosler. tous les champions qui peuvent jouer Vile Mosler Ouais. sur leur game Going Second, il faut y aller, hein. Mais Ouais, vraiment ouais. tous, hein. Le Battlefield est trop fort. Sur Azir, c'est vraiment très peu de conséquences parce que. Alors il faut juste réfléchir au gear qu'on envoie là-bas. Parce que contre un adversaire un peu compétent, il peut décider, on peut se retrouver à avoir un gear bloqué. Maintenant, on joue des Kelzovic, on joue des Hidden Blade, on a des Ouais, il y a de solutions, quoi on a des sortir. Weapon Master pour ramener le gear, donc on peut laisser le petit Absolument. là-bas. Battlefield génial, Trifarian Warcamp, j'ai l'impression que ça donne un win rate en game 1 qui est stratosphérique. Donc voilà. Voilà pour Eh Azir. ben, sacré tour du deck, merci mon Furlin, j'ai hâte de voir où il va aller et comment il va évoluer. Voilà, gros deck qu'on a vu sortir récemment, Et qu'on va mais revoir. qui était assez straightforward à build hein, finalement Ouais. Il y dès a un le peu de début. place quand même, juste dernier truc sur le package de spells, parce qu'il y a beaucoup de spells dans ce deck-là, comme on dit. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choix, mais on peut jouer beaucoup de spells différents. Des nouveaux spells pourraient vraiment changer la donne, Il y a un monde je aussi où pense. s'il y en a qui fit pas et que tu as besoin de fil, bah, tu vas mettre des unités On aussi. peut mettre Hein, des uniques. Moi, je pense que. Alors, on n'a pas besoin de drop, parce qu'on a suffisamment d'équipes à ce niveau-là. Encore que, et que plus ça va, moins on a besoin de drop. peut-être qu'on se rend compte que GA et Secret Shield, c'est trop mauvais et qu'on préfère avoir une unité à 2 ou à 3. C'est pas impossible. Possible. Je suis pas sûr, mais c'est pas Tu impossible. vois, il y a une unité à 3 et un power qui a 4 de mic, donc c'est hyper bien costé, qui détape ta légende. Ouais, peut-être que ça peut être ce genre de Je dis choses. pas que c'est ça, mais voilà, il y a ce genre de Ou trucs à Jinzao, je sais regarder. pas, j'en sais rien. En tout cas, on a le Ou droit de mettre des Jinzao doit unités, il pas n'y a être mauvais. rien, contrairement aux decks qui jouent Ravenbloom Conservatory par exemple et qui veulent avoir le moins d'unités possible. Là, il n'y a quand même pas grand chose qui nous interdit d'en Non, pas jouer si du elles sont tout. bonnes, même rien du tout. Magnifique. Next deck, et qui est assez populaire en ce moment, c'est Ezreal. La liste qu'on vous montre aujourd'hui, c'est, je pense pas la liste, on va dire, consensuelle qu'on voit un peu partout, et encore que c'est quand même assez prévisible et straightforward. Mais c'est au niveau des Battlefields notamment. Ce qu'on montre comme liste là, c'est pas une liste qu'a perfait en régional, c'est une liste qu'on est en train de cook tranquillement avec Goofy. Parce que bah, il bosse sur ce deck depuis sa Tasmanie lointaine. Et c'est un sacré deck quand même. Pourquoi? À l'heure actuelle, c'est selon moi ce qui va s'approcher le plus d'un deck contrôle au sens un peu traditionnel du terme. Le but de Hez, c'est quoi? C'est d'avoir un finisher, ici c'est Fox dans la version qu'on vous présente, et de le Arcane Shifter si vous mélangez le Fox, le Arcane Shift et le Belos Breath, vous allez pouvoir Ça fait des mettre chocs à pic. -6 partout, et exactement comme tu dis, ça fait des chocs à pic. Si on répète le Belos Breath, on peut aller chercher des unités dans les BF et des unités dans la base. Bref, ça c'est le finish, la finish line. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Bah, on a un package classique. Alors là, nous, on a choisi de bosser sans le pack pelle, rasa et tout ça, pour essayer de voir ce qu'on pouvait cook sans passer par cet engine miracle. Vous inquiétez pas, ce deck-là, il pioche quand même un méga max de cartes aussi, ça, il n'y a aucun souci. Au niveau des BF, on a décidé de prendre une autre route. Tu parlais du Hall of Legend juste avant. Le Hall of Legend, c'est gentil, mais c'est sweet, et Mm. c'est un peu trop sweet. En revanche, Je comprends, Aspirant's ouais. Climb en game 1, là, ça rigole un peu moins déjà. Tu vas avoir beaucoup de cartes, l'adversaire. Moi, quand je joue avec un fair deck contre des Aspirant's Climb, j'ai l'impression que la game, elle dure 4 heures. Ouais. Parce que c'est tellement plus loin d'aller à 9 que c'est hyper délicat. Obelisk of Power et Treasure Horde pour les autres games. Obelisk, ben, pourquoi? C'est parce que dans la mode là, d'Ezreal, dans son combo de couleurs, c'est Ratatouille, là, Pit Crew, qui se détape quand t'as un gear que tu mets avec un cull. Ça te fait une 4 de might qui conquiert, qui met un gold token, qui se détape, qui back. Ça fait des wheelings dans tous les sens. C'est un truc qui est propre à Riftbound. Dans un deck contrôle normal, traditionnel, t'as pas besoin Ouais. de faire des trucs avant d'avoir établi l'inévitabilité. Dans Riftbound, t'as besoin de marquer. Exact. Parce que sinon, des unités accélérées, c'est fini. Tu Ouais. vois, par exemple. Donc, t'as besoin de marquer des points, d'où ce package early game. Poro, pistolet, Mm. qui vient marquer et mettre Qui peut rédiger des gold Picrou une fois de tokens, qui peut plus. réduire. Donc en fait, c'est l'espèce de cull maison qu'on fait, qu'on peut envoyer avec. Fizz, qui lui va permettre de soit dig pour aller chercher d'autres call shots, d'autres stack decks, mais qui permet aussi d'aller retourner chercher du Belos Breath, qui permet de regust. C'est un deck quand même qui a besoin, et surtout, bon, on s'est posé la question sur Gust, un deck qui joue Frigid Touch et qui joue Fox, avec un potentiel même Arcane Shift, Gust, ça peut C'est très tout bien. renvoyer à la C'est très bien. maison. C'est vraiment très bien. Donc Enfin, ça voilà, sonne bien en tout cas. Ouais. ça sonne bien. On est peut-être, là on a disclaimer, On peut nos ramener son Ezreal et numbers, son fils aussi, je pense. absolument.
Nos numbers sont pas encore les bons du tout, parce qu'on est en testing, c'est un deck en cours de réflexion. Attention, hein, parce que là, si c'était un Ah deck ouais, final, non, avec des x2 partout comme ça. Comme les decks qui jouent un stack deck, c'est l'équivalent des decks qui jouent un Noctis of Pool. Bref. Ceci dit, moi, ce deck, ce qui me plaît énormément, c'est que c'est très potente. C'est un deck qui peut faire des trucs très puissants, très, très, très puissants, qui a un skill ceiling qui est élevé. Pour moi, c'est le genre d'archétype de fin de méta. C'est pas... Aujourd'hui, le méta, il est tout neuf. Les cartes, elles sont toutes neuves. Très naturellement, c'est très difficile de jouer des cartes réactives. Tu vas être plus rewarded de faire du proactif que du réactif, puisque dans un match, c'est une chose, mais dans 8 ou 13 matchs, ou 16 si tu fais du top 8 jusqu'à la finale à Bologne, et ben là, tu as besoin de gérer tout un éventail de choses. Et si tu ne sais pas correctement quelles sont les menaces que tu dois gérer et comment les gérer, ben c'est très dur de réagir. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à croire que ces decks-là seront beaucoup plus forts avec le méta qui va avancer, et que de tous les decks pseudo-miracle contrôle, moi j'ai le gut feeling que Ez, comme il a un built-in draw engine avec sa légende et avec le champion qui est dans la zone, ce qui fait que tu n'as même pas besoin d'en jouer 3. Ça libère des slots dans ton deck, tu n'as besoin que d'en jouer un seul. Quitte à ce que d'ailleurs, la Strite, la pelle aurait quand même de la place, peut-être pour remonter un Ez, parce que là, Ez, il reste beaucoup en base. Tu peux peut-être du coup l'envoyer, marquer des early points et le faire revenir après avec le Last Strite. Mais le Gust aussi, je trouve quand même. Mais complètement, complètement. tu peux l'envoyer après. Parce que son Enter the Battlefield, il est très fort. Bah parce oui, que tu oui, discardes évidemment. et que tu draws 2. Bref, ça ressemblera probablement pas à cette decklist-là, mais j'avais envie de parler de Ezreal parce que le potentiel, il est hyper élevé. C'est un deck qui est très fort. Parce qu'encore une fois, si vous faites un truc du style Fox et que vous le blinkez avec Arcane Shield, donc ça c'est 10 mana, rappelons que les repeats, par exemple, de ton Fox, si tu as 7 mana, tu peux quand même accélérer un Fox, puisque si tu as le Ezreal derrière. Là, on parle d'un truc qui, pour 10 mana, met moins 6 à tout le Et on monde, voit 2 fois une moins unité 3 accélérée. quelque part, ça met 2 fois une unité Axel. Et en plus, si tu as un petit... C'est pas du mana, c'est des runes. Si tu as une petite rune qui se balade en plus, on parle de Bellows Breath. Oui, certes, ça fait un tour où tu vas détruire toutes tes runes, tu vas toutes les recycler, c'est le tour où tu gagnes la game. Soit ça, soit tu vas établir une forme d'inévitabilité aussi en ayant détruit tout ce qu'il y a en face. Et surtout, tu peux jouer Singularity. Là, il y a les Rebuke en side qui est aussi une sacrée carte violette. Enfin, c'est une bonne combinaison de cartes. Pour moi, Frigid Touch, c'est jouable que dans Ezreal parce que Smokescreen est probablement plus souple et plus intéressant. Mais enfin, là où Kai'Sa va vouloir jouer Smokescreen parce qu'elle peut payer le power, et ben Ezreal, il va vouloir jouer Frigid Touch parce qu'il peut déjà target 2 trucs, il target 2 fois, donc il pioche. Donc ça cycle quand même. Et il peut le faire moins cher en plus. Et en plus, il peut le faire pour 3 seulement. Bref, c'est beaucoup. On mélange card draw, card cycling, cost reduction, kind of inévitabilité, et le fait de voir tout ton deck avec du tempo. Alors, je pense que là, un peu comme Azir a les game Rise, pas Rise pour finir, ce deck-là, il a les games ratatouille et les games pas ratatouille. Moi, en jouant contre ce deck-là, je m'occupe d'abord de Pit Crew avant de m'occuper de quoi que ce soit d'autre, parce que c'est ça qui va lui permettre de marquer des points et ça va très vite, c'est l'enfer. C'est le paradoxe du contrôle Riftbound qu'on n'a pas encore trouvé, et je pense que une des raisons pour lesquelles le seul deck qui se rapproche le plus d'un deck contrôle pur aujourd'hui, c'est Victor, c'est que Victor a l'inévitabilité de par sa légende. Il va pouvoir mettre un token par tour, il va pouvoir prendre des points comme ça. On ne peut pas avoir un deck contrôle qui ne marque pas de points. On peut pas avoir un deck qui marque pas de points, c'est pas possible. Le seul deck qui marquait pas de points, c'était Dazzling Aurora, parce que c'était le seul deck qui avait... Son inévitabilité, c'est d'avoir 42 miles sur 2 battlefields. Voilà, c'est de poser Aurora, de le trigger 2 fois, et puis là, on peut plus comeback. Mais c'est le seul exemple vraiment qui ressemblerait presque, pas à un deck contrôle, dans le sens où il n'y avait pas de gestion, mais qui avait cette inévitabilité-là, qui pouvait gagner avec 0 points. Alors, les decks miracles ont cette forme d'inévitabilité aussi, dans le sens où si tu balances tes Raza et tes Battering Ram dans le cas de Draven, tu génères un pack de might aussi assez élevé. Ouais, mais ça te marquera pas 8 points. On est bien d'accord. Ça te marquera jamais 8 points. Et c'est là où je trouve que c'est plus intéressant de dire, effectivement, call shot répété avec Ezreal et avec des seals, on va dig très fort dans le deck. Mais je trouve ça, dans ces cas-là, plus intéressant de faire ça en essayant de marquer des points avec le Pit Crew. Et peut-être qu'il lui manque une unité aussi à ce deck pour l'early game. C'est pour ça, là, par exemple, qu'il y a les trails de Fizz et qu'il y a peut-être des games où, à défaut de Poro et de Ratatouille, on va jouer Fizz pour avoir une 3 de might.
parce qu'on peut la protéger avec le reste de nos trucs. Et au pire, on pourra peut-être le gust une fois qu'il a fini de faire ses points pour s'en resservir pour remonter quelque chose. Donc voilà, c'est un deck super intéressant dont j'avais envie de parler. À l'heure actuelle, c'est difficile. Ça demande pas mal de games de prise en main. Et encore que je vois des joueurs là qui sont très bons jouer des Sivir Miracle, des choses comme ça, où ça y est, là maintenant, ils sont habitués à jouer très vite avec Cold Shot. Parce que quand tu fais des games contre quelqu'un qui joue ça, la cloque, elle est utilisée très Ouais. majoritairement par. Et les mirrors de ça, j'imagine même pas. Ça va Ouais. être une catastrophe. Sauf que ils ont bien sûr validé les 60 minutes de round et les 2 points d'écart et les 3 tours. Bref, on va voir comment ça se passe à Bologne. Et en parlant de Bologne, Montfuron, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel méta il faut que je m'attende maintenant. C'est un peu compliqué parce que. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est compliqué d'être précis, mais moi j'ai quand même une idée. Je pense que probablement que ce sera. Ah, et même ça, je suis pas sûr. Probablement que ce sera Draven le deck le plus présent. Ouais. Mais j'en suis même pas 100% convaincu parce que, Donc, honnêtement, moi là, si j'allais à Bologne et que j'avais travaillé Draven depuis le début, à 2 semaines du truc, je me dirais je change quoi. Parce que là, je me sens pas à l'aise du tout ouais. d'amener Draven dans un tournoi où il y a des Kai'Sa, où il y a des Ezreal et où il y a des Victor. J'ai l'impression que c'est Ouais. trop difficile. J'ai joué le match-up un peu dans les deux sens, mais très peu, mais j'ai l'impression que c'est trop dur, quoi. Je me trompe peut-être à ce niveau-là, peut-être que j'ai pas essayé les nouvelles listes Draven, tout ça, mais je pense quand même que beaucoup de gens vont arriver avec parce que c'est le deck qu'on joue depuis le début, que les gens jouent depuis le début, que c'est quand même un deck qui est extrêmement puissant. Faut pas non plus et aussi qu'il a l'avantage, je pense, de contre tous les autres decks qui sont pas ces trois-là, globalement, C'est Pop il va les Stompy, quoi. Ouais, écraser. ouais, ouais, Si bien vous tombez sûr. contre quelqu'un qui n'est pas ultra sharp sur le match-up, vous allez l'écraser parce qu'il va vous faire piocher des cartes pour rien, parce qu'il va vous donner des points pour rien, parce que ça va marcher. Donc j'ai quand même envie de dire que je pense que Draven sera probablement le deck le plus Ok. représenté. Euh, Mais pas les 40% je qu'on vois aurait pas, je attendu. vois pas, moi je le vois pas. Je le Ok. vois pas parce que je pense que le deck a beaucoup perdu en vitesse. Je pense aussi que en plus comparé, enfin c'est dur à comparer à la Chine, mais déjà la Chine il a perdu de vitesse par rapport au premier régional et au dernier régional, il y Bien en a sûr. beaucoup moins. Et je pense que peut-être on a un peu moins, comme sur le 7-1, les Européens, on a un peu plus il y a plus de decks, quoi. On va avoir plus de choses. D'élasticité, Ouais, peut-être. c'est ça, on va Ouais, avoir ouais. plus de choses. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'Irelia. C'est le deck sur lequel j'ai pas trop d'avis parce que je l'ai pas beaucoup joué, et j'ai pas Mhm. beaucoup joué contre, mais je pense que c'est un deck qui est puissant. Euh, Moi, je pense que Kai'Sa va être ultra importante. Pour moi, ces deux decks, voilà, si j'y allais, c'était avec ça, c'est Ouais. sûr. Le deck que j'aurais amené dans cet événement. Et ouais, en quatrième, Ezreal, ça me paraît être cohérent. Je pense que c'est trop tôt pour voir beaucoup de Azir. Il y en aura, mais je pense que c'est un peu tôt pour voir beaucoup de Azir. Donc pour moi, ouais, je dirais Draven, Kai'Sa, Irelia, Ezreal, ça me paraît Mhm. bien. Je pense que Fiora, il y a un petit phénomène de mode avec Fiora qu'on a vu en Chine. Je pense que le deck qui a gagné, enfin qui a fait 2 fois finale là, des Régios, moi je pense qu'il est un peu éclaté. Voilà, c'est mon avis. Je pense que le deck est pas terrible. Il est probablement correct Je suis assez contre d'accord. Draven parce qu'il y avait l'idée de pouvoir envoyer une unit, la hook pour empêcher Draven de gagner son combat derrière. Bon, c'est super rigolo, c'est chouette, mais moi je pense que c'est pas bien. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de Fiora. Ou en tout cas, Et je pense que le skill selling de Fiora est assez low. Quelle que soit ta decklist, c'est quand même un truc ouais. qui est relativement straightforward, mais qui manque de puissance. Et encore une fois, Punch First, je pense vraiment que c'est pas une bonne carte. Et je pense aussi que Bonjour Kamel, c'est Zizou, c'est pas une très bonne carte non Ouais. plus. Je pense C'est qu'on peut, Rune Runner, hein, Bonjour on a le Kamel, droit c'est de dire Zizou. maintenant, moi j'ai le droit de le dire et je l'assume, Punch First, c'est éclaté. La carte est nulle. La carte est nulle. Voilà, à mon avis, C'est c'est un peu ce vraiment. que j'ai essayé de dire La avec un carte peu est plus de nulle. diplomatie. Ouais, mais c'est Et oui, bon, non, ça suffit maintenant, ça fait daubé. des mois que c'est sorti. La carte est forte mais injouable. En fait, c'est ça. La carte est Ouais, forte mais injouable. Il n'y a pas un deck qui a envie de jouer Punch si, First. probablement Aurora. Parce que t'es full of runes Peut-être, ouais, et peut-être. que c'est un bon swing. Mais enfin, En tout cas, le overall, truc, c'est que on pense à Punch First, on se dit, ok, c'est un trick pas cher. Je mets des grosses guillemets. ouais, ouais, Mais c'est un ouais. trick pas cher qu'on a envie de mettre dans un deck low curve parce que justement, il va rentrer dans toutes les curves et qui va nous assurer de gagner un showdown quasiment. À partir du moment où on va le jouer, effectivement, quand on le joue, si on n'est pas contre un deck qui a des Hidden Blade ou des machins, on va gagner le showdown, c'est cool. C'est en action speed. On peut pas sauver une unité contre Non, ça, Kai'Sa c'est la avec. On catastrophe. se fait blast. On est là, on a un punch first, on se fait blast. Tiens, elle meurt. Et surtout, que ça veut Impeccable. dire que tu dois le faire en premier aussi. Et donc, contre Purple, tu te fais C'est une arracher. catastrophe, ça prend tout, ça prend tout, ça prend tout. Si la carte a réaction speed, ce serait probablement bien, mais là, c'est pas assez polyvalent. On n'a pas envie de le jouer dans un deck comme Lucian, qui serait pour moi le deck qui a envie de jouer Punch First. Je Ouais, pense ouais. qu'on n'a pas envie, on n'a pas la place. Recycler 2 runes, c'est trop cher. On en veut. Il y a Fiora, peut-être, on peut peut-être jouer parce qu'on a quelques runes. Bon, ok, super. 7, c'est même pas la peine d'y penser. Enfin,
Alors, je connais un cuisinier Ouais. qui est un sacré cuisinier qui m'a parlé d'une liste Yi Agro Punch First. Donc là, on est Là, on est dans la clairement... cuisine. Ah, là, on est dans la cuisine. Ceci dit, je comprends très bien pourquoi il peut vouloir jouer ça, mais je suis pas sûr de la viabilité. En fait, j'en sais rien. J'ai même pas vu sa Ouais. liste. Je suis curieux de voir. Je pense que t'arrives avec un truc comme ça, les gens sont pas prêts en face quand même. Mais overall, voilà, Punch C'est pour First, ça que je fin de dirais, l'histoire. la carte est forte, Mm, mm. personne ne va la jouer. Et pareil, bonjour Kamel, c'est Zizou. Pourquoi tu le joues dans un truc où tu as Victor, Azir qui vont jouer Call the Week, donc il y a une réponse Mm. directe au truc. Et il faut rappeler que tu paies 6 d'énergie pour avoir 5 de might. C'est nul. Mm. En combat, c'est ultra weak. Mm. Donc le seul deck qui va pouvoir le jouer, c'est un deck qui a beaucoup de gear et qui veut jouer des gears. À l'heure actuelle, c'est probablement Lucian Combo, Lucian Midrange, et qui vont vouloir jouer suffisamment de gear pour avoir la... Mais c'est une carte qui n'a aucun impact le tour où tu la joues. Ouais. Et pire que ça, tu vas Awaken, t'as vu, je pas dit Untap. Mm. Tu vas Awaken avec le tour d'après. Et il faut quelque chose pour qu'elle soit Exactement, elle utile. ne se suffit Mm. pas elle-même. Mm. C'est cata, je suis d'accord. Ouais. C'est weak. Je suis assez d'accord. C'est pas Et possible. moi, ouais, je pense que c'est Donc, les gros baits, les gros voilà. gros baits et les cartes que quand on les a vus au début, et logiquement, hein, parce que je pense que c'est des bonnes cartes, mais juste elles ont leur place nulle part. Elles ont leur place nulle part. Euh, C'est même pas des... C'est pas des bonnes je cartes. pense que Punch First, Elles sont taillées à c'est une la bonne carte. masse quand même. Enfin, Ce que je trouve intéressant, et le point, on va faire rapide dessus, mais ce que je trouve cool avec Punch First, c'est que, alors est-ce que c'est un test ou quoi, mais ça montre quand même le potentiel d'équilibrage de leur système de double ah, mais de ressource, toute que je trouve façon, trop ce bien. système, il est Je le trouve génial. génial. Et c'est sensible parce que bah, c'était l'article de Georges TCG qui en parlait beaucoup notamment, mais où on peut mettre Falling Star, peut-être Punch First, Switch Hero, Rebuke, qui sont un peu ce genre de cartes avec des effets extrêmement High power puissants, cost. high power cost. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, Commander Ledros, 4 power. elles sont très inégales ces cartes finalement, tu vois. Oui, Elles sont oui. très inégales et Falling Star c'est super fort, sauf qu'on s'est rendu compte que il n'y a pas de doute là-dessus, mais finalement le power cost est suffisamment fort pour qu'il n'y a que Kai'Sa qui ait le droit de la jouer. Mhm. On peut pas, enfin, à quelques exceptions près, c'est super dur de jouer. Donc, C'est est-ce clair. que le power cost est trop élevé? Est-ce qu'il faudrait que la carte fasse un peu plus pour être jouable? On est juste en dessous. Switcheroo, c'est particulier parce qu'il y a Eden, donc c'est un peu différent. Rebuke, moi je pense que c'est super réussi comme carte pour moi parce que Pour moi, oui, dans la très... situation elle est Même forte, elle si est je l'aime pas. monstrueusement puissante. Dans les autres situations, elle est très moyenne et elle coûte 2 power. Et Punchverse, pour moi, elle est un peu en dessous. Voilà. Est-ce que c'est une question de number? Est-ce que finalement, voilà, je pense une carte qui va coûter 2 power, même si elle coûte très peu d'énergie, il faut qu'elle fasse plus que ça. Pour moi, c'est mon avis et je pense que 2 power, c'est gigantesque. Il faut qu'une carte qui coûte 2 power, sauf si on peut les cheater, il faut qu'elle fasse vraiment beaucoup, quoi. Ouais, Et je ouais. trouve ça cool de montrer que voilà, on peut avoir des cartes comme Punch First qui trichent sur les faits, mais qui sont compensées par les power cost et qui Mhm. permettent de les équilibrer. Ça ouvre des portes énormes. Alors, à des dingueries, parce que c'est le genre de carte où si on est slightly au-dessus, ça devient insupportable, C'est parce que ça. tout le monde va pouvoir la jouer. Si le upside du recyclage de runes est, je sais pas, peut-être si Punch First c'était réaction speed, ou si ça avait un de might de plus, je sais pas, je suis Mhm. mais il manque pas grand-chose pour que la carte devienne vraiment obnoxious au point que tous les Ouais. decks de la couleur vont la jouer parce qu'on s'en fout. Voilà, Falling Star, il manque pas grand-chose non plus, quoi. Tous les decks rouges Oui, mais déjà. c'est bien. C'est bien qu'une carte comme ça, par exemple, Falling Star dans le set 1, c'était rien d'autre qu'un gatekeeper. C'est-à-dire que si tu fais une stratégie qui est très forte, mais qui va perdre fort sur Falling Star, tu ne peux pas. Ouais. Parce que trop de Kai'Sa, etc. Aujourd'hui, Falling Star n'est plus vraiment un gatekeeper parce qu'il y a moins de decks. Il a une forme de gatekeeping quand même, dans le sens où il y a des decks rouges, que ce soit Annie, bon, qui a du mal à le jouer, hein, mais ça reste une carte qu'il faut prendre en compte Mm. même si elle est moins gatekeeping, encore une fois, que dans le set 1. À l'heure actuelle, j'ai un peu plus de mal à les identifier, ces gatekeepers, hormis Singularity. Singularity, tu Ouais. pars des 2 power cost, Singularity 2 power cost, mais ça prend ton tour aussi. En revanche, Breaking Point 6, c'est énorme, et tu vas prendre 2 Ouais. unités, c'est énorme. Tu vas piocher avec Ezreal, dont on parlait tout à l'heure, c'est énorme aussi. Là, soit c'est que le set 2 s'y prête plus, moi je pense que c'est plus qu'on a quand même réalisé à quel point c'est violent Voilà, moi je Singularity. pense que c'est ça. Ce qui On est en très voit cool. partout. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'en même temps de ça, on a notre Sofast qui vient Ouais, gatekeeper le gatekeeper. mais c'est très bien, c'est très important. On a une Leading Spirit qui était déjà présent sur le set 1, bien sûr, et qu'on voit pas trop parce qu'il n'y a pas tant de décor orange C'est que ça. exactement ça. Mais la carte,
est mortel. C'est clair. Faites-vous une Spirit, une Singularity, puis ensuite vous allez voir ce que ça fait. Quoi. Ça arrive une fois, c'est rigolo, ça arrive deux fois, la game est terminée. Hein. Mais même une fois, souvent, c'est Même terminé. une fois. Donc c'est super cool. Voilà, c'est une carte effectivement Singularity qui est format Warping, notamment aussi parce que voilà, Draven le prend mais plein dans les dents. Ah ouais. C'est vraiment une carte qui est très très puissante. Et ça prend quasiment toutes les threads à l'heure actuelle. Parce que ça prend Forerunner. Ouais. C'est-à-dire que tu pop l'œuf, mais tu le pop à ton tour et tu peux attaquer. À part Fox et Windsplitter. Voilà. À part. Donc, alors, les breaking points de Might ont changé avec le set. Et justement, 7, SEPT en toutes lettres, le chiffre, est un sacré breaking point à cause de Singularity, de Falling Star. Aussi parce que tu vas trade en combat contre Fox et contre Mindsplitter qui hold, par exemple. Ouais. Et c'est là où 8, moi je suis un peu convaincu que Dead Bloom, il fait dodo dans sa tanière, mais qu'il a beaucoup de choses à faire prochainement parce que ça prend pas tous les removals actuels, parce que ça explose le Mindsplitter qui a fini sur son Battlefield et le Fox. Et ce qui me fait dire même que je suis à peu près sûr que Aurora, c'est far from dead. Probablement. Parce que le deck, il peut aussi jouer sans, tout simplement sans la Aurora. Et voilà, c'est pas. It's not over. Not over yet, moi je dirais. Ok, on va conclure la méta là-dessus. Ouais, on a fait un bon petit tour, je pense, du méta. On va parler un peu de finances. Ouais. On va aller comme d'hab, hein, on va aller sur MKM. Qu'est-ce qui se passe sur Card Market maintenant que Spirit Forged est dans les magasins, qu'elle est achetable, que la majorité des gens ont reçu leur précommande, leur commande. Et ben moi, le premier truc que je vois, c'est qu'une boîte de booster de Spirit Forged sur MKM, c'est 155 €. On est quasiment MSRP. On y arrive, hein. Et que Spirit C'est un peu Forged, plus que ça si on enlève les anglais, mais ouais, pas beaucoup. et que non, les bien. cartes, elles sont pas chères. Ouais. On se disait tous que Spinning Axe, ça allait valoir 2400 € hors taxe avant qu'on y arrive. Ouais. Et là, c'est 30 balles et encore, ça plonge encore. C'est ouf. Enfin, c'est ouf. Génial. Moi, je m'y attendais pas, mais on est quasiment MSRP pour Spirit Forge, Incroyable. pour les boîtes de booster. Je pense que la plupart des gens ont eu les précommandes qu'ils avaient demandées. Les LGS ont du stock, tous. Enfin, plein. Il y a plein de stocks. Alors, à Toulouse, je crois que c'est déjà vendu, par contre, le stock. Ouais, mais il y en a d'autres. Je crois que tu peux plus aller en LGS acheter du... Il y en a d'autres qui arrivent la semaine prochaine, Ouais. là, donc ça arrive, quoi. C'est juste que là, je crois, la première livraison a été en 2 fois, comme ça avait fait pour Ok. Origins. Mais il y a du stock, les cartes sont pas chères. La plus chère, c'est Ezreal, elle vaut 50 €. C'est le max, mais Alors c'est que ok. tout le monde se jette sur Bologne et tout, enfin, c'est rassurant quand même. Moi, je trouve ça fou. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, je vais pas faire le tour de toutes les cartes Spirit Forge, mais en gros, elles ont à peu près toutes. C'est marrant. Alors, il y en a quelques-unes. Moi, j'aimerais bien aller voir quelques épiques quand même. On va aller voir, ouais. Il y en a quelques-unes qui prennent la trajectoire inverse, notamment un Rise. Un Rise. Et ensuite, il y a. Comment ça s'explique ça? Je pense que ça s'explique par le fait que il y a finalement, si on prend le truc vraiment, il n'y a pas tant de cartes que ça, Spirit Forge. En fait, c'est dur à expliquer, mais sur Origins, toutes les cartes rentrent. Ouais. Que des nouvelles cartes. Toutes les cartes peuvent rentrer dans un deck et plein de cartes rentrent dans un deck. Spirit Forge, il y a des cartes qui rentrent, il y a des nouveaux archétypes, des nouvelles légendes, mais il y a aussi plein de cartes qui sont vraiment des merguez totales. Quoi. Il y a beaucoup de merguez, c'est un peu merguez party, moi je trouve. Il y a beaucoup de merguez. En fait, l'extension est pas beaucoup plus puissante qu'Origins, voire même peut-être moins puissante, à part quelques cartes qui vraiment viennent break le truc. Donc on a peut-être moins besoin de Spirit Forge. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut comparer avec les displays Origins que je vais aller chercher, qui étaient déjà en train de baisser avant, mais qui sont, je crois, toujours plus chers, si je ne me trompe pas, que Spirit Forge. Un peu plus cher, voilà, on est ici. Donc la baisse qui se fait, mais on est toujours un petit peu plus cher. Je pense que c'est logique. Ça s'explique aussi au niveau de la collectibilité par les overnumber de Spirit Forge. Ouais. On en a Il y en a 30 42. Alors il y en a plus en quantité. Non, avec les alpes, 42. En fait, ce qui est intéressant, il y a des millions. Il y en a plus en quantité. Et il y en a, du coup, il y en a plus aussi dans une case. Ouais. Là où avant c'était 2, a priori. Ouais. 2, 3, on va dire. La rumeur de la rue évoque un truc entre 3 et 4 là, par on est plutôt case. entre 3 et 4. Et ce qui est quand même, ce qui fait que je pense, j'ai pas fait les calculs, mais une overnumber donnée doit être probablement plus rare que sur et nécessairement, il y en a plus de différentes. On n'a pas les chiffres précis, pas grand-chose. Par contre, le truc, c'est que je pense qu'elles sont beaucoup moins désirables et désirées, la plupart des overnumber. Alors, quand tu ouvres ton cil bleu... La plus chère, Harry, vaut plus cher que toutes les autres overnumber. Ah oui, elle est toute rose. Elle est plus chère que toutes les mêmes les Origins. Donc, alors que la carte est injouable. Elle, c'est une exception. Mais tout le reste, voilà, il y a des bards, il y a des karmas. Des sets, il y a des T'imagines, les karmas, il y a la version signée.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que les cartes sont moins désirables, les overnumbered, les moins chères. Mmh. Comme forcément, bah, il y en a, on va en ouvrir plus en quantité. Si je prends overnumbered global, on va en Ouais, ouvrir ouais, plus, ouais, ouais. même si on va ouvrir moins d'une D'une spécifique. spécifique, Ça fait que exactement. les celles qui sont recherchées, comme Harry, qui ont de la demande, vont valoir plus cher, puisqu'elles Ouais. sont plus rares. Mais alors, toutes les autres, elles vont aller au fond du classement, là. Donc, c'est tout ça, je pense, qui explique que Spirit Forge est accessible. C'est ce qu'on veut depuis le début. On s'attendait à ce que ça mette 6 mois à arriver. Là, aujourd'hui même, Je suis choqué de si vous la voulez. vitesse à laquelle. Ouais, Ça y est, Riftbound, les amis, c'est pas très cher. bah non, bah De non, faire un deck non, non, compétitif, non. même faire ton deck Draven, c'est pas hors de prix du Mhm. tout. Bah non, C'est carrément raisonnable. Voilà, Kai'Sa et Ezreal, c'est une cinquantaine d'euros. c'est les 2 cartes les plus chères. Moi, je trouve que Même pour Spinning Axe, c'est un. 20, Ouais, 25, 30 euros, je 25-30 crois. balles. Et pour un truc. Alors évidemment, l'influence de la légalité des cartes chinoises a joué aussi, hein. Mais je trouve que pour un TCG qui vient de sortir et qui est hypé comme ça et qui est out of stock rapidement, ben, on n'est pas encore dans quelque chose de trop cher. Moi, je veux juste revenir sur les overnumber. Il y a un truc qui me fait un peu peur. C'est que si les overnumbered, pardon, ne sont plus désirables parce que il y a trop de poubelles dedans quand tu ouvres des paquets ou j'en sais rien. Est-ce que ça met pas un tout petit peu du danger dans le jeu de dire les collectionneurs seront moins intéressés pour Chase ou alors le fait qu'il y ait une Harry waifu par truc, ça suffit pour dire on va faire ouvrir du paquet, tu vois? C'est dur à dire. Là, dans tous les cas, les gens ont envie d'ouvrir du paquet puisqu'on n'a pas Ouais. pu le faire sur Origins, donc ça s'ouvre. Après, il y a quand même c'est une question d'expected value. En fait, il y a un breaking point en bas, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quel que soit le prix du display, Mhm. à partir du moment où en moyenne ce qu'on va ouvrir dedans, l'expected value, c'est-à-dire pour en faire rapidement, en moyenne ce qu'on ouvre dans un display, ça va donner une valeur. On peut le calculer, il y a un article sur le site si vous voulez aller voir. Carrefour.fr. Carrefour.fr, allez voir l'article. Euh, le jour où cette EV est supérieur au prix de la boîte, collectionneur, joueur, ce que vous voulez, on parle d'argent théorique gratuit. Oui, c'est ça. Tu Vous ouvres achetez une des boîtes, boîte. vous les ouvrez, vous vendez les cartes pour toutes les boutiques. Je parle plutôt des boutiques parce qu'il faut tout le Ouais, process pour le faire. ouais, Mais bien sûr. on a une boutique, on vous dit il y a des boîtes à 120 balles et en moyenne il y a 180 balles dedans. Moi, le premier, Tu achètes des boîtes, j'achète tu tout ce que les je peux ouvres, tu acheter. revends, bien Je vais sûr. sur Card Market, je clique, je mets dans le panier, j'achète, Mhm. j'ouvre, je revends. Mhm. Donc ça, c'est le breaking point, on peut jamais arriver à ce niveau-là. Quand il y a une levée inversée, ça dure pas longtemps et après on remonte. Donc il y a quand même des cartes, on a parlé d'Ezreal à 50 euros, il y a des épiques à 20 balles. En moyenne, j'ai pas calculé le levé déjà parce qu'on n'a pas les pull rates précis comme on avait Mais sur et Origins. ça, moi, c'est un truc. Il y a droit. Je sais pas En comment ça marche. France, il Je y a sais pas. droit à ça, je suis pas sûr, hein. J'ai l'impression qu'on manque un peu d'infos sur ça. Mais je pense que les boosters vont continuer à s'ouvrir. Maintenant, la trajectoire me fait dire que bah, c'est fragile, quoi. S'il n'y avait pas Ouais. la hype qu'il y avait sur Riftbound, Spirit Forge, financièrement parlant, pourrait presque être un flop. Et Ah, mais on n'est moi, pas. Ça pourrait être, en fait, ça a typiquement la trajectoire d'un set qui pourrait se retrouver bientôt en dessous du MSRP sur les moi étagères, comme et j'ai ça un exemple me. ici Un pour les peu du joueurs de Magic. Spider-Man. Vous avez celui-là, le set typiquement qui peut se retrouver non désirable parce qu'il n'y a pas grand-chose à ouvrir dedans. Parce Mais c'est que ça, t'ouvres que des fichus équipements si c'était dehors, pas le là. set numéro 2, mais que c'était le set numéro Ah, 10, mais ce serait une catastrophe. probablement. Moi, j'ai pas ouvert beaucoup de paquets, mais c'est vraiment la merguez party. T'es Ouais. là, t'ouvres ton Shurélien, t'ouvres ton machin. Moi, ça me donne pas envie. Alors que là, aujourd'hui, tu me dis, tiens, viens, on va se faire plaisir, on va ouvrir une boîte d'Origins. Eh ben, je vais le faire J'ouvre, ouais. avec Ouais, plaisir, tu vois. j'ouvre aussi. Alors que Spirit Forge, moi, je trouve moins hype le set, overall. Je le trouve aussi moins réussi. Mhm. Ouais, Honnêtement, ouais, ouais. ça a demandé beaucoup d'errata directs. Voilà, je trouve. En revanche, il y a au milieu des merguez, il y a quand même de la souris d'agneau confite de haute qualité au milieu du couscous, Ouais, qui fait qu'il y a des super cartes ouais. et qui font un méta qui est divers, qui est intéressant, un peu couscous royal avec de tout, tu vois. Mm. Mais je pense que le niveau du 7-3 va faire monter un peu le truc. Désolé pour la métaphore culinaire, mais j'aime bien. Non, mais moi, ça me parle. Et Même si c'est jamais. Mais j'aime bien les merguez, en fait, Voilà, c'est t'es pas ça. mécontent de tomber sur une merguez dans un couscous, Enfin, un mais. sandwich merguez, moi j'adore, par exemple, quand Ouais, je vais au sandwich au stade. merguez. Enfin bref. Donc le 7-3, je pense, va amener de la nouveauté et je pense qu'il va être aussi un peu Moi, mieux j'aimerais bien qu'il soit designé. mieux, ouais. Parce que J'espère. maintenant qu'on y est, bon, Spirit Forge, c'est cool, mais si on enlève la lune de miel du second set et le fait que c'est encore le début et que c'est la première fois qu'on a une nouvelle carte, je suis à peu près sûr que dans quelques mois ou quelques années, on regardera le set en mode en disant bon, Moi, ça fait 4 jours qu'il est sorti, j'en ai marre. ouais, pas terrible. Bon, après, ça fait un moment Non, qu'on le mais joue je aussi. plaisante, ça fait un moment que je le Mais joue. bon, il y a des trucs cool, mais il est vraiment très inégal. Il y a des Ouais. mécaniques qui sont chouettes, mais
alors, ça introduit quand même des mécaniques cool pour le futur. Je vais parler même au-delà des mécaniques. On a parlé de Punch First, par exemple. Voilà, c'est cool. On expérimente avec ça, j'aime bien. Mmh. Mais voilà, finalement, avec le recul, le set fait pas rêver. Moi, je trouve qu'il est moins bon qu'Origins. C'est à peu près, à mon avis personnel, hein. Il est plus petit aussi. Il y a quand même moins de cartes. Faut pas Ouais. le voir. Faut pas le perdre de vue. Mais voilà, on va faire une petite Ouais, je veux bien que tu fasses un petit tour veille des épiques. des prices là. Ezreal, je l'ai vendu ce matin à 49 €, je crois, donc c'est à peu Pas près ça, mal. hein. Voilà, donc, J'ai c'est l'impression ça. que tu vas pas le vendre à ce prix-là avant un petit moment. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça, 45 €. Non, c'est encore de Danemark et tout. Voilà, Allemagne 45 €, Espagne 45 €. C'est à peu près le tarif pour Ezreal. Qui baisse fort depuis le début des précos. Pour mettre un peu de contexte, avant la Street Date, donc la Street Date, c'est la date de release dans la rue, sur MKM, il n'était pas autorisé aux professionnels de mettre en vente leurs singles. Aux Pour professionnels non partenaires UVS. non partenaires UV. Ah, donc un magasin qui fait des singles avait le droit de le faire, ok. Tous ceux qui font de l'organized play et qui sont officiellement partenaires avec Ouais, ouais, UVS ouais. pouvaient le Ils faire. pouvaient le faire, ok. Moi, je pouvais pas, par Voilà. exemple. Mais c'était en tout cas une grosse partie de cartes de particuliers qui mettaient en vente qu'ils avaient ouvert dans 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 leurs leur AP, pack ouais. d'AP. Donc à ce moment-là, le volume, il était moindre parce que il y a quand même un paquet de LGS qui, je sais pas moi, s'ils ont par exemple 100 cases, ils vont en ouvrir peut-être 60 pour vendre des singles et 40 pour les vendre. Après, chacun fait sa sauce, hein, pour les vendre aux clients directement. Ce qui fait que le jour de la Street Date, il y a quand même un apport de singles qui est hyper conséquent et qui va faire baisser très fort les prix assez Oui, logiquement. Encore que les professionnels font pas trop de race to the bottom, surtout hein. les particuliers, en fait. C'est Ce qui ça. va se passer, c'est que le set est sorti vendredi et on l'a vu partout. Tous les gens sont allés en boutique récupérer leur préco. Mhm, Ça ouvre les displays et vous arrivez le dimanche et il y a tout qui est sur Card Market. Donc exactement. c'est là que la race to the bottom commence réellement. C'est-à-dire C'est que, vrai. et on la voit d'ailleurs un peu sur la courbe d'Ezreal, hein, entre les précos avant, donc on va dire là ça va jusqu'au 7 février, donc avant la sortie de Spirit Forge et puis ensuite ça descend. Là c'est stable, je pense quand même que 45 € pour les piques la plus forte du set, C'est ok. Ouais, qui est probablement jouable dans plusieurs decks différents, voire c'est en même plus. certains decks qui veulent la jouer en 3 exemplaires. Ça me choque pas. Mhm. Ça me choque pas et je pense que Mais donc en fait, c'est. overall, ce qui se passe financièrement là, c'est que ça se passe normalement. Ouais, c'est ça. Ça se passe C'est cool. normalement. C'est ce qui est flippant parce que quand on se souvient, il y a un mois quand même. Et sur le Origins, podcast, il y a rappelons-nous, un ça a mois. duré 3 heures que ça se passe normalement. Ouais, et oui, c'était toujours pas normal aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand on regardait juste après le fiasco de la première vente Riot Spirit Forge, Ouais, qu'on arrive sur MKM, il n'y a plus de display, les quelques-uns qui sont, ils sont à 250 balles, c'est la panique à bord. j'avoue. Regardez, on est un mois après, vous pouvez mettre. Le MSRP est à 125 ou 130, je sais pas combien, 120 € peut-être. Là, vous allez sur Card Market, vous l'avez le display à 150 €. Vous l'achetez votre deck, n'importe quel deck, ça va pas coûter très cher, quoi. Ah non, Donc, non. franchement, bah, bravo. Very good. Very good. Petit tour du propriétaire. Defiant Dance. Un peu particulier les signatures spell toujours. Mhm. Ça prouve quand même que Irelia, forcément, c'est un deck qui parle aux gens, puisque Defiant Dance, ça vaut 30 balles, un peu plus, même 35 balles. Forcément, c'est en x3 dans Irelia sans questionnement, a priori, sans questionnement possible. C'est le meilleur des tricks qu'on peut avoir dans le deck, parce que c'est celui qui fait le différentiel de might le plus gros. Voilà. 6 de might en différentiel si on relie l'unité avec le pouvoir d'Irelia. Voilà, c'est le meilleur de tous ceux qu'on peut avoir. Moi, je suis un peu étonné que ça vaille aussi cher quand même, parce que ça annonce, ça renforce le fait de me dire qu'il va y avoir beaucoup d'Irelia ce week-end. Ouais, probable. Parce que moi, encore une fois, j'ai pas assez d'éléments sur Irelia pour vraiment donner un avis, mais je pense que le deck est quand même assez fort, sinon il serait pas Ouais. aussi joué. Euh, Après, voilà, si jamais Irelia arrive à Bologne à 15% de play rate et 0% de conversion, vous allez voir que la semaine prochaine, Defiant Dance, ça vaudra plus 35 €. Ou à l'inverse, Donc, ça peut ou à monter. l'inverse, effet final, vous dans la top 4 avec 4 Irelia, bah, voilà. Voilà. Donc c'est signature spell, c'est comme ça, c'est bound directement à la Mais il légende. follow, voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Le signature spell, il est bound au résultat des joueurs avec cette légende, tout Hmm. simplement. En parlant de signature spell, Exactement. Spinning Axe, à Et peu qui près la même illustre courbe. bien la tendance généralisée d'appréciation du deck Draven quand même, hein. Ouais, C'est le premier jour là où ça se vend à 80 euros, c'était quoi la date? c'était une semaine avant la release, à peu près, le Donc 5 5 février. février. On est le 18 en 13 jours, hein. Ouais, Divisé par presque 3 quand même, hein. ouais, C'est big. Draven prend un coup, ça ne choque pas, et c'est ce qu'on Mhm. dit depuis le début. Ça se voit bien ici. Voilà, Hé la seule hé. qui change un peu. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, au tout début, le deck Azir était under the Off radar. the radar même Il carrément, l'est hein. toujours. Il l'est toujours. On se rend compte que
Arai, c'est la meilleure carte du deck. Elle est forcément en x3, quelle que soit la liste Azir qu'on imaginera. Je ne vois pas comment. Pourquoi En fait, on joue Azir pour Pour pouvoir jouer à Arai. Rise, exactement. La légende est bien quand même. Mais on joue Azir notamment pour pouvoir jouer Arai. Donc, logique. Et pareil, très sensible, quoi. Il y a un monde où dans un mois, c'est 45 € pièce parce que finalement, c'est ça Et le puis main deck. à Rise, ça prend que Windwall, ça se fait pas DeFi évidemment, ça se fait pas Not So Fast. Donc on est sur un truc. Si dans le set 3 ils sortent une carte populaire qui déchire Rise, c'est fini. La seule carte qui déchire Rise aujourd'hui, c'est Thermobim, qui est vraiment la carte qui fait Et mal même à pas, t'as Rise. généré ta might quand même, tu vois, j'ai envie de dire, t'as quand même généré tes tokens. Moi, je te Non, parle d'un non. truc qui dirait une C'est- espèce de Disdain Full Stroke Oui, de oui. Riftband, tu vois. Ouais, oui, enfin, Disdain Full Thermobim Stroke, c'est pour deux, on contre un spec qui coûte qui 4 ou coûte plus. 4 ou plus. Donc, Aujourd'hui, vraiment, c'est oui. Donc, il y a Windwall qui est quand même peu présent. Et sinon, voilà, ce qui rend vraiment la carte faible, c'est la Gear 8. La seule Gear et 8 pour de l'instant, la masse, seule guerre de masse, c'est c'est Thermobim. Thermobim. Effectivement, une fois qu'on a pris Thermobim, Arai, c'est une dead card tant qu'on n'a pas réussi à rebuild. Donc, c'est quand même, Comme tu pioches quand même pas. important quand on pioche pas. Mais ouais, la carte est forte, le deck est fort, c'est normal. Ça m'étonne pas que ce soit une des seules épiques qui prennent cette trajectoire-là, plutôt que de descendre, qui a C'est plutôt ça. tendance à monter. Mais elle suit les hypes, elle suit. Euh, on est sur un truc qui est tellement fast-pace en termes de dire tous les week-ends où il y a. Même si pour l'instant, Riftbound, ça touche peu de personnes dans la sphère média internet, il n'y a pas énormément de viewers sur YouTube, sur Twitch. Malgré tout, il y a des co-streamers qui vont. C'est suivi le Mm. méta. Et même si tout le monde n'est pas en train de regarder à l'instant T, il y a quand même énormément ensuite de contenu qui est généré dessus. Vous avez des gens qui en parlent. Il y a un côté dans le TCG quand même très bouche à oreille. Ouais, c'est vrai, Oui, j'entends dire que ça marche. c'est Et vrai. il paraît que là-bas, ils ont trouvé une liste de ça et tout, et qui crée des hypes un peu moins palpables que ce qu'on a l'habitude, mais qui existent et qui se ressentent quand même vachement au niveau des prix. Et pour moi, les signatures spells seront les premiers à être touchés par ça. Si on regarde Riposte c'est autour de 6-7 €, Mm. alors que c'est dans le starter deck. Ouais, ce qui est beaucoup, ouais. Si Grande Stratagème était joué, ça reste 3 centimes passé dans le starter deck, Et justement. à l'inverse, Showstopper qui a beaucoup beaucoup baissé parce que a priori le consensus c'est que les gens préfèrent jouer Furax 7. Donc Showstopper qui, même si c'est une carte excellente, qui a montré qu'il coûtait plus de 30-35, Ouais, voire presque ouais, ouais. 40 € à certains moments du set 1, Et là, c'est aujourd'hui quoi? ça C'est en 8 vaut balles, je 12, crois. Ah oui, 12 balles, 10-12. Enfin ok. moi je l'ai en vente à 12, il se vend pas, donc j'imagine qu'il est trop Ça doit cher. valoir un peu Donc moins. ça va être un peu moins. Mais voilà, donc les signatures spells, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est les premières cartes qui vont baisser, qui sont même pas tied à une couleur, qui sont vraiment tied à une légende. Donc, ce que tu dis, la Showstopper Riposte, c'est un bon exemple. Pour conclure la partie finance, moi, je voudrais te poser une question Oui, qui, je pense, parce que là, tous ceux qui sont à Bologne, évidemment, ils et elles ont leur deck à quelque chose près. Maintenant, il y a peut-être des j'espère personnes pour eux en tout qui, cas. voilà, il y a peut-être des personnes qui pensent à Lille, il y a des personnes. euh, Est-ce qu'il faut acheter tes cartes Spirit Forge, étant donné qu'elles sont pas trop chères, d'autant plus, est-ce qu'il faut acheter ton deck maintenant ou peut-être, par exemple, envisager de se dire j'aimerais bien jouer Ezreal probablement là-bas, je vais essayer d'acheter des playsets, des cartes qui semblent intéressantes. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que on est à un potentiel all-time low dans la jouabilité standard en tout cas? Évidemment, avant le nouveau set, elles vont baisser et avant la rotation dans Mm. longtemps, elles vont baisser. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter des cartes Spirit Forge avant qu'il n'y ait plus de stock? Bah, il y a deux aspects, on va dire, pour répondre à cette question. Et cette question, et pour moi, les deux réponses, c'est non, non et non. Si on prend sur D'accord? l'aspect compétitif de la chose, euh, on parle pour Lille, puisque c'est ce dont tu me parles, on oublie Ouais, Bologne, on prépare pour Lille. Il y a 2 mois, et il y a le plus gros major, le plus gros RQ qui va se jouer ce week-end. ouais. Donc déjà, on est temps de laisser passer ça. Et pour moi, c'est le moment de jouer plusieurs decks, même ceux qui le font depuis longtemps. Et j'ai tendance à dire, c'est pas encore nécessaire de faire un choix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le Non, vois. non, non, mais si tu as envie de jouer des couleurs, par exemple, tu vois. Donc déjà, si on prend ce point-là, il n'y a pas forcément de raison d'acheter les cartes maintenant. Si on prend le point financier pur, Ouais, moi je dirais non non plus. d'accord. Parce que c'est quand même encore très frais. Le set est sorti la semaine dernière. Je redis, il va y avoir Bologne ce week-end qui va faire bouger les choses. Après, on Et peut, Vegas le week-end d'après? on peut spéculer si on veut. Si on pense que Azir va gagner tous les tournois, bah, acheter des Arise. Mais Mais je parle pas pour spec, moi je parle plus pour, en tant que donc, joueur, avoir les cartes dont tu as besoin. non, pour moi, non. D'accord. Si l'échéance est dans 2 mois, il n'y a pas d'urgence pour les avoir. Je vois pas pourquoi est-ce que d'un coup, il y aura un rebond sur la masse des cartes.
il y a des displays disponibles, il y a des displays qui s'ouvrent, tous les prix sont encore en train de baisser. c'est vrai. Je vois pas un élément qui nous ferait dire que du jour au lendemain, ça va remonter, quoi. Après, il faut guetter. Si on voit que dans une semaine, vous avez toutes les boutiques qui sont sold out, que les displays s'ouvrent plus, bon, bah là, ce sera le moment. Je veux dire, là, il va rien se passer. Sur certaines cartes, voilà, dimanche, encore une fois, dimanche, il peut y avoir des spikes de fou parce que par rapport au tournoi qui se joue ce c'est week-end. ça, exactement. Mais à part ça, non, moi je pense qu'il y a le temps. Ok. Le prochain RQ, il est dans 2 mois. Bah, pour Bologne, il n'y a plus le temps. Si vous n'avez pas vos cartes pour Bologne, c'est peut-être l'heure de s'en Demain, mais il y a préoccuper. Vegas au milieu. Hein. T'imagines Oui, le il y a prochain, Vegas, oui, c'est vrai. épisode de Parlons Rift, on a les 2 plus gros events Ouais. qu'il y a eu depuis le début qui seront passés. On prévoit à peu près 7h30 de podcast, dont 5 heures de méta. Et On va voir éventuellement, ouais, ou peut-être faire marathon podcasté. 2 semaines, on verra On comment verra ça s'il y a des s'organise. choses à dire. S'il y a des choses à dire. Mais en tout cas, il y aura des choses à dire. Il y aura des choses à dire. En tout cas, j'ai hâte. Voilà, Bien. pour la finance, conclure la finance, c'est cool, c'est pas cher. Je pense que ça va continuer comme ça, au moins pour les prochaines semaines, et c'est ce qu'on voulait depuis le début. Je pensais que ça allait mettre 6 mois, ça a pris 3 mois, magnifique. C'est incroyable. Bravo. C'est de la magie. Hein. Magnifique. Bravo, bravo. Notre séquence de fin, Favorite, on peut le dire. Favorite, ça c'est évident, c'est le courrier des lecteurs et le courrier des lectrices. On commence avec une question de Inaï. C'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Et elle nous dit Furlin Carlo, pour votre courrier des lecteurs, bah, tu vois Ina, tiens en plein. Le sujet des box prédéterminées, répliquées qui circulent dans la communauté, dans l'image, 3 box sur 6 ouvertes par la même personne avec ses épiques dedans. Suite à ce post sur le Discord, il y a plein d'autres personnes qui ont posté les mêmes poules dans leur boîte. Parfois moi, j'ai ouvert 7 boîtes. Alors, j'ai pas eu les signatures spell à chaque fois. J'ai eu la boîte de Rumble, tu l'as eu, j'espère. Oui, voilà. Ouais. Si tu te souviens bien, j'ai ouvert exactement 7 boîtes sans la Spinning Axe. Parce que la boîte, et c'est avec Harry, là, j'ai eu la boîte du milieu sans la Defiant Dance. Voilà, en gros. Bon, heureusement qu'il y a eu Harry, sinon tu ne te serais pas régalé. Harry Ezreal, quand même. Ça, mais ah oui, c'est Ezreal là-dedans aussi, je l'ai pas. Ah, il est là. D'accord, ok. Mais toujours est-il, il y a partout dans le monde des personnes qui montent des boîtes mappées et parfois même dupes dans la même case. C'est une catastrophe. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, sans rentrer dans le pourquoi du comment ou les théories, parce qu'on n'en sait rien. Oui, j'en sais rien. Au passage, parenthèse, on a comparé 2 boîtes dupes. Le numéro printed sur le carton de la boîte, c'était le même. Oui, mais on a un sample size de 1. Voilà. Il y a aussi des fois où c'est pas le cas. Donc, voilà. Moi, je pense... Alors, il y a toujours dans les TCG, il y a toujours cette question de randomisation. Comment est-ce qu'on fait On peut pas faire de la randomisation totale. On fait de la semi-randomisation parce que justement, c'est pas de la semi-randomisation. Si on veut faire de la duplicate protection au sein d'une case, si on veut éviter ce genre de truc, on peut pas faire de la randomisation totale. Donc, on est bien obligé au bout d'un moment de trouver une solution, de randomiser. Et il peut y avoir parfois des patterns qui ressortent. Alors, l'idée, c'est qu'il y en ait le moins possible, évidemment, parce que pourquoi déjà ça pose problème. Ça pose problème pour plein de raisons. Première raison, on enlève de l'excitation à ouvrir des boîtes. Quand on ouvre 3 boîtes et que c'est 3 fois la même, chiant. Et puis surtout, tu ouvres un booster, tu sais ce que c'est la suite. Alors ça, c'est autre chose. Donc ça, déjà chiant. Deuxième chose, ça ouvre la porte à des ouvreurs, des gens qui ouvrent en masse, de faire des choses qu'on n'aime pas trop, même si ça existe toujours. À savoir, j'ouvre par exemple là, cette boîte et je reconnais que j'ai le signature spell de Rumble. Booster d'après, je vais avoir la Harry Overnumber. Booster d'après, je vais avoir Ezreal. J'ai plus d'intérêt à ouvrir le reste. Non. Il n'y a plus rien. Je sais que dans cette boîte, à moins que j'ai envie d'avoir une Corinne de la compta ou il y a le Draven éventuellement, mais il n'y a pas grand chose quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait On met des boosters à la vente à l'unité. Nous on fait pas. Non, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire On met les boosters à la vente à l'unité, on sait qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans. C'est pas beau, c'est dommage, enfin c'est pas beau, c'est pas beau, surtout pour la personne qui achète un booster. N'achetez jamais de booster en loose. Voilà, ça c'est le truc, autant que possible, on évite d'acheter les boosters en loose, ou alors on achète les sleeve boosters, même si on n'en a pas trop en France, mais non. Ça protège un peu plus. Ça protège un peu plus. Donc ça, deuxième problème. Troisième problème, c'était celui-là, je sais plus ce que j'avais en tête. Quatrième problème, si tu ouvres Harry, Ezreal et la Defiant Dance, tu vas vendre les autres boosters, donc n'achetez pas des boosters en loose. Ça c'est ce qu'on vient de dire. Non mais c'est vraiment problématique. C'est pas fun. Moi, alors après, nous, on est les premiers à dire acheter des singles. Et j'ai eu une conversation hier avec quelqu'un qui m'a dit, moi, ça m'a refroidi de fou. Parce que comme Origin, ça a été la galère, il y a pas mal de gens qui ont cherché à avoir du display là maintenant en disant, je me fais pas avoir une deuxième fois. Tu te fais pas avoir une deuxième fois, et là, tu ouvres des trucs mappés où tout le monde ouvre les mêmes. Ça fout quand même des boules, on va pas se mentir. Ouais. Et moi, par contre, il y a des gens qui m'ont dit ça. Je dis, t'as vu, au 3e set, tu vas acheter ce dont tu as besoin. Et ils m'ont dit oui. Après, c'est vrai que c'est fun à ouvrir et tout. Mais là, c'est
Ouais. C'est pas bon pour la réputation du jeu tout Ouais, court, c'est hein. dommage. Je sais pas trop comment ils ont fait. Pour le mapping, donner un exemple, de à quel point ça peut être grave, sur les tout premiers sets Magic, je parle de quelque chose qui se passe il y a 32 ans, Ouais. hein, donc normalement le problème est réglé pour la plupart des TCG, apparemment pas tout à fait chez US. Si vous avez les premiers sets de Magic qui sont Alpha, Beta et Enlim, qui sont 3 reprints, enfin 2 reprints du même set, heu, à force d'ouvrir des boîtes de boosters, il y avait un mapping Exact. complet. Tu ouvres la première carte, tu sais ce Exactement. qu'il y a dans les starter On decks, sait ce qu'il y notamment a, Alpha. mais même dans les boîtes, vous pouviez savoir en fonction de la, je sais plus, il y a la Xème commune vous dira l'intégralité de ce qu'il y aura dans le Exactement. booster. Et ça va même plus loin. Vous savez que le booster d'en dessous, il aura 7 C'est rares, que ça. le booster d'en dessous, il aura 7 rares. Donc ça, c'était, on parle de En plus 1993. d'être des boosters searchable parce qu'ils sont blancs. Bref, faut faire attention avec ces Et donc, boosters. ça pose un problème absolument évident qui fait qu'en fait, justement, voilà, on pouvait, avec ces boosters-là, pousser un peu pour voir la première carte. Et si on tombait sur un booster, enfin, Tu pouvais voir toutes les cartes en en voyant une bricolant. carte, potentiellement avoir l'idée de ce qu'il y a dans C'est tout le ça. display. Et je vais pas vous faire un C'était il y a dessin. 32 ans. Ça paraît catastrophique, ça amène à énormément d'arnaques. Alors, c'est pas des arnaques, bon, en tout cas, de malhonnêteté, on va dire. Mmh. Donc, je trouve ça un peu fou parce que c'est un problème qui est réglé dans tous les TCG à 95%. Il y a toujours des petits. Vous voyez, sur Origins, on avait, je sais pas, toujours les deux mêmes rares qui vont ensemble. Quand on avait une rare, on avait tel épique. Des petits trucs comme ça, Ouais. qui je crois sont pas dramatiques et qui sont justement une solution pour être entre la full randomisation et la non Et randomisation. qui était un peu trop quand même vers la non-randomisation. C'était pas feel good. Je pense que ouais, mais c'est pour moi c'est tolérable parce que il faut un truc entre voilà avoir cette randomisation, faciliter la production des cartes parce que forcément, Mmh. ce qui paraît évident, c'est que on imprime une print sheet, on la coupe, moins on doit randomiser, plus c'est facile de faire Mmh, mmh. parce que moins on a de randomisation à ajouter et plus on a juste à renvoyer dans le process Bah les oui, oui, cartes bien dessus et sûr, tout bien ça. sûr. Là, ils sont peut-être allés un peu trop loin sur le truc, quoi. Sachant que Riot, ils nous ont dit pour les 2 packs, là, les packs Faulty avec une seule rare, que c'était un problème parce que comme c'est fait au Japon, ils ont mal traduit ils ont mal traduit auprès de l'usine pour que l'information passe Ouais, correctement. Riot, bizarre, ouais, ouais, bizarre. on est en 2026, je suis à peu près sûr qu'ils ont suffisamment de possibilités de recruter plusieurs personnes capables de traduire leurs demandes très exactement Ça devrait le et faire. qui parlent à la fois anglais et japonais sans difficulté. Bon, ils nous l'ont mise un peu. Là, je suis curieux de voir ce qu'ils vont raconter, mais surtout, j'espère que ça va changer rapido. Moi, je trouve que Ouais, c'est no fun, no bueno, rien qui va avec ça. c'est naze, Voilà. c'est juste naze. Question suivante. Un invité mystère, le Goofy. Goofil On en parlait tout à l'heure. 9042. Alors, Au vu de la difficulté de certains decks tels que Ezreal Jax ou encore Azir, pensez-vous que la courte durée entre la sortie du set et l'original va refroidir les joueurs d'aller vers ces listes plutôt que du classique et plus facile à jouer comme Kai'Sa, Draven, Irelia? Moi je mettrais quand même Irelia une catégorie à part parce que même si le deck est straightforward, il est peut-être pas forcément ultra évident à ouais, jouer ouais. dans la profondeur. Mais bon, peu importe, ça change rien. Ma réponse c'est oui. Moi, je pense pas. Ah ouais? Moi je pense que oui. Alors, ça va faire peur à des gens, mais Mm. pas à tout le monde, hein. Ouais. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont un feeling avec certains trucs, ou alors peut-être qui jouaient déjà les couleurs et que le nouveau champion leur convient, ou j'en sais rien. Et il y a aussi des gens, Qui s'en fout et ben ça fait 3 semaines, ils jouent que ça aussi, hein. Et ils sont ready et tout. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir en face de moi des personnes qui jouent un deck que j'ai l'habitude de voir en face, et je commence à jouer autour d'un truc en me disant, ok, là, il peut faire ça comme ça. Avec juste ma public information, je vois déjà ce qu'il peut faire, etc. Et où la personne en face, bah, en fait, comme c'est un truc un peu difficile, se retrouve à faire un truc bien plus suboptimal que ce que j'avais Ouais, imaginé. Je vois ce genre de scène arriver facilement. c'est sûr. Mise des létales, des trucs. Azir, Miss Létal, C'est c'est facile. Puzzleland, hein, C'est vraiment Azir, facile hein, de Miss entre... Létal. Non, mais on est bien C'est d'accord. vraiment facile. Donc oui, je pense que ça va bloquer certaines personnes qui vont dire bah, moi j'ai joué Kai'Sa Satin, j'ai joué Kai'Sa, d'où je pense... Mais il y a aussi des gens qui vont dire moi j'y vais pour le fun. Il y a des gens qui vont dire moi j'y vais pour la légende. Ouais. Donc il y a ça. Notez quand même que les légendes, ils ont annoncé officiellement que les best of pricing, ils tournaient quand même. Ouais. Donc ça encourage là à jouer des légendes de 7-1 Ouais, aussi c'est pour vrai, se ouais. dépêcher avant qu'elles partent. Mais je pense que tu as tout à fait raison, la depth des decks, à l'heure actuelle, fait que, bah, tu vois, la decklist Ezreal sur laquelle on bosse, on est très loin d'avoir un truc final. Je pense aussi à des anciens decks qui ont complètement changé, genre Yasuo. On Qui est n'a bon, pas je parlé trouve. d'Yasuo. Qui est vraiment bon. Concrètement, Irelia est ready pour du power et à la Defiant Dance. Et Yasuo est ready pour de l'énergie et il n'a pas de spell signature. Mais il a un champion d'un truc différent dans Non, la mais Champion ouais. Zone. Ça aussi, c'est un truc. Mais les nouvelles cartes font que la complexité du truc est assez avancée. Là où je te rejoins,
Le safe bet, c'est plus de dire je vais jouer mon Draven, je vais jouer ma Annie, je vais jouer ma Voilà. Kai'Sa, plutôt que de dire je vais jouer The Shiny New Azir ou Jax aussi. Hein. Jax, Ouais. quand on regarde le deck, il est assez straightforward, mais en fait, les équipes cost, les cascades et tout, font quand même. C'est nouveau en plus comme mécanique. Exactement, Le Weapon Master, c'est des choses qu'on exactement. n'a pas encore dans les doigts, quoi. Et tout ça, ça fait que on est loin. En fait, on crée des patterns dans les TCG de gameplay, de pilotage de deck, et on est assez loin du compte sur ces trucs-là, ce qui fait qu'effectivement, à moins qu'une personne se soit vraiment dédiée proprement à le faire et à le faire bien, il y a des chances que ça lui coûte beaucoup sur la journée où on va faire 8 rondes, le lendemain 5 de plus, et que ça va drive away un peu, et qu'on va voir un méta totalement différent, déjà à Vegas, parce que c'est une semaine plus tard, et qu'il Mais y a surtout, Bologne qui sera passé, mais surtout à Lille, ça, je suis à d'accord. la fin. Complètement d'accord. C'est très étonnant, un gros tournoi comme ça, à la toute fin d'un set, d'un méta. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime vraiment bien. C'est un côté un peu finalized. A priori, ouais, ce sera le meilleur niveau sur ces decks-là possible, qu'on aura. voilà. Donc c'est cool. Donc c'est sûr que ça va avoir une influence. Maintenant, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire, moi j'y vais quand même. Sur la masse, c'est je vrai. me Je sens pense bien que avec le voilà, deck. celui qui est Et pragmatique. c'est là où il vaut mieux savoir comment ça marche Counter-Strike et savoir comment ça marche Rise, Ouais. parce que ça peut être make or break sur le run de la journée. Quoi. Complètement. Complètement. On a une dernière question. The Last One. Je t'en prie, puisque je Tu es suis trop trop loin. loin du retour, je ne peux pas la lire avec ma myopie. Donc c'est Tease qui nous demande si un deck wildcard, donc qui n'est pas dans les radars de la méta émergente sur Spirit Forge, devait surprendre à Bologne, vous mettriez votre pièce sur quelle légende? Je t'écoute. Trop bonne question. Ouais. Merci déjà à toutes celles et ceux qui nous posent des questions, que ce soit en MP, N'hésitez Discord, pas. commentaires YouTube, parce que ça spawn des discussions qui sont cool. Et souvent, ce qui se passe quand on prépare le podcast, c'est qu'on se dit, tiens, on voulait parler de ça, ah mais attends, il y a une question dessus, Ouais. on va en parler à ce moment-là, et ce sera le bon moment. J'adore ta question, Tease. Pourquoi? Parce que y a clairement de la place pour du wildcard. Moi, par exemple, j'ai identifié un truc. C'est que Kai'Sa, Draven, Annie, Ezreal, les potentiels decks Aurora, tout le monde joue Obelisk of Power. Certains le jouent sur le Going Second, oh j'ai dit direct, Going Second Presque. pour pouvoir jouer leurs 4 drops, d'autres le jouent Going First pour pouvoir jouer leurs 3 drops. Toujours est-il, ça fait ça que vous avez beaucoup de games où vous n'aurez jamais 2 runes. Ça laisse la place évidente à quoi? Pour moi, à Lucian. Parce que dans la Champion Zone, tu as une 3 cost unit. Tu vas toi-même jouer Obelisk of Power probablement pour le faire. Pour l'avoir deux Ça veut fois. dire qu'en fait, tu as la game 1 50% du temps. Alors ça, pour moi, ça veut pas dire qu'il faut laisser commencer en game 1. Surtout avec un deck mid-range comme Lucian. Mais ça veut dire que game 1, 50% du temps, on commence à 3 runes. L'autre, 2 runes. Game 2, tous les match-ups contre Kai'Sa, contre Draven, contre Annie, ils vont mettre l'obélisque. Donc, moi, j'ai commencé avec 3 mana. Et d'ailleurs, moi, sur ma sideboard sheet, par exemple, j'ai écrit les decks obélisque. Je marque en gros obélisque. Attention, side en pensant à l'obélisque. Ouais. Mais ça veut même dire build ton deck en pensant à l'obélisque. Et après, la game suivante, c'est une game où on est à nouveau sur le Going Second. Et donc, ça veut dire qu'on va commencer avec 3 runes. Ça change énormément la value des 2 drops. Elle a baissé drastiquement dans Peut-être que ce Lucian méta-là. peut se permettre de plus jouer l'obélisque à ce moment-là. Parce que sur la game où il va Going First, c'est contre Dans Draven, beaucoup de match-up, il va pas en avoir besoin. Et ça fait des games où il commence à 4 et il n'en profite pas. Donc et auquel cas, il peut aussi. Après, il faut aussi gagner les autres games. Mais ça se réfléchit en tout cas. J'ai donné l'exemple de Lucian. C'est valable pour tout ce qui a un 3 cost dans la Champion Zone. Je pense à Ezreal. Voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Ou une 5. Jax aussi, il est très content de commencer à 3 parce qu'il va pouvoir éventuellement slam son Jax. Donc tout ça, all in all, fait que pour moi, les sleepers, ils sont là-bas. Et les pics intéressants, ils sont là-dedans. Pour moi, vraiment, l'obvious, c'est Lucian, parce que c'est Strong Colors. Cool, le combo, si tu joues avec le combo, donc Trinidad et Tobago, Trinité et le... Skyfall. Merci, je sais jamais le nom de Tobago. Tobago. C'est hyper surprenant, ça va très vite, ça fait des bursts de points énormes. Avec ça, Relentless Poursuite, c'est un coup à voilà. marquer 4 points sans faire exprès. Exactement. Enfin, en faisant exprès, mais l'adversaire l'a pas toujours vu venir. Sans faire exprès, moi je dis. Et ça joue Punch Force potentiellement. Mais bref, pour moi, il y a un petit côté sleeper là-dedans. J'aurais nature peinture aussi envie de te dire Rek'Sai parce que Légende A3 que j'aime bien Rek'Sai et que mais je suis pas sûr que ce soit si bon que ça, mais je me suis pas assez penché dessus. Toujours est-il, il y a de la place pour de l'off méta parce que à l'heure actuelle les méta decks ont une stratégie autour de ça et aussi il y en a beaucoup qui ont une stratégie autour de draw avec Sunken Temple et avec Dreaming Tree. Ça aussi,
il y a probablement la possibilité d'abuse ça en ayant un deck qui incidentellement va en profiter. Écoute, wait and see, on verra ce que ça donne à Bologne, on verra ce que ça donne à Vegas. Ce qui est sûr, c'est que il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir et que ça va faire de la nouveauté. Et franchement, ça va déchirer. Moi, j'ai hâte de voir, encore une fois, malgré la merguez party, il y a quand même plein de trucs cool. Les gears, c'est plutôt cool. Ça fait des nouvelles mécaniques, les mécaniques de cascade de miles, de trucs comme ça, qui sont des trucs nouveaux. J'ai trop hâte de voir. Et pour être très sincère, j'ai carrément hâte de taper Boulogne même. Et de voir un peu ce que ça va raconter. Et même, je pense que quand je rentrerai à la maison, je me poserai et je regarderai le cast, parce qu'en étant là-bas, je pourrais pas voir les feature tables. Et je pense que ça cook épais et on va avoir des chouettes choses. Il y a de la place. Tu as parlé de Lucian, moi je trouve que le deck a sa place. Ça va te plaire, Tease, mais je pense que Yasuo, c'est un beau deck aussi. Bonne couleur. Il y a pas mal de légendes du set 1 qui ont peut-être été un peu oubliées et qui auraient complètement leur place. Sur le set 2, je suis moins convaincu, à part Lucian, parce que c'est vrai que pour moi, les légendes du set 2 ont probablement été beaucoup plus travaillées que les vieux decks du set 1. Ça fait des plombes que j'ai pas vu quelqu'un jouer Darius. Est-ce que quelqu'un a réfléchi à une liste Darius réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voilà, c'est des petites idées. C'est clair, non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de légendes du set 1 qui sont un peu en sous-marin et qui ont largement de quoi faire sans problème. Donc voilà. Eh ben, impeccable, mon Furlin. On en avait un paquet encore de Rift à parler aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Merci à toi. GLHF à moi-même, puisque je pars à Bologne ce week-end. C'est pour c'est bon, là il faut y aller. Maintenant, on y va déter, et puis on se voit la semaine prochaine avec la première place, la Metal Card. Mais bien sûr, mais au moins ça. La semaine prochaine, non, plutôt la semaine d'après. Voilà, en tout cas, on vous donne rendez-vous très prochainement et on est toujours ravis d'échanger avec vous dans les commentaires et partout ailleurs. Ciao mon Furlin et à très bientôt. Ciao.